Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on va commencer par les tests de son parce que c'est bien connu chez moi, on fait des Rosalouses, ça veut dire qu'il y a des problèmes techniques, j'oublie d'activer le son, des trucs comme ça, donc voilà. On m'entend, voilà, donc bonjour Déventard et bonjour Camus. Je suis en compagnie ce soir d'Alexandre Poyer. Ah, j'ai failli me Oui. tromper. Salut, ton micro est activé, tu peux communiquer. Est-ce que je vais te laisser parler 2 secondes pour voir si on t'entend bien? Alors, on va parler de. Bah tiens, là, il y a des bêtises de Ça suffit, Oui, par exemple. qui est un jeu qui est fait il y a un moment maintenant. Voilà. Donc je vais passer hop. On va te mettre en gros plan en attendant. Oula. Donc voilà. On va parler de toi, Alexandre. Tu es notre invité de la reprise 2023. Alors je suis très content de t'avoir ce soir. Parce que tu es justement un... Est-ce qu'on peut dire que tu es jeune auteur? Dans le sens où j'ai pas 57 jeux, ouais. C'est dans ce sens-là. Je n'oserais pas te demander ton âge, c'est mal poli. Donc on va parler des jeux que tu as édités ou qui sont en cours d'édition essentiellement. Mais on va aussi peut-être parler parce que tu as aussi une autre facette dans le monde du jeu qui est que tu es président, non? Et oui, c'est moi maintenant. Voilà. Donc tu es devenu président de la célèbre femme, la fabrique des auteurs d'auteurs marseillais. Donc on va peut-être parler un petit peu aussi de votre association d'auteurs et de votre présence à Cannes. Je suppose un petit peu de pub pour les amis, ça fait pas de mal. Ben, on essaie de se constituer justement typiquement au off par exemple. On va essayer d'être un petit peu groupé. On ressemble à quelque chose dans cette grande foule qui est le off de Cannes. Donc oui, j'ai déjà vu que vous aviez fait des posts pour prévenir d'où vous serez. On essaiera d'en parler à la fin de toute manière avec ton actualité et où est-ce qu'on pourra te retrouver prochainement. J'ai l'habitude de commencer un peu les lives, voir une présentation un petit peu moins orthodoxe. C'est des petites questions pour te connaître, mais surtout te connaître au travers de tes goûts dans le jeu de société, on va dire. Alors t'inquiète pas, t'as pas besoin d'avoir une culture incroyable, on en parlait juste avant. Ça va être tes préférences, voilà. C'est une espèce de portrait chinois, hein, donc c'est pas, ça n'engage à rien, ne t'inquiète pas. Imagine, t'es sur une île déserte où il devait en rester qu'un et tu devrais choisir un auteur de jeu de société. Tu choisirais qui? Tu as le droit de développer si tu en as envie. L'auteur. Vous êtes dur, je les connais pas moi. La honte, ça commence bien. Oh mon Je dieu! connais des jeux, j'ai du mal avec les auteurs. Euh, Ou tu dis l'auteur de tel jeu, parce que si c'est un jeu qui t'a marqué, on reviendra dessus après, mais Auteur, putain, ça commence bien. ça commence. Euh, L'auteur de It's a Wonderful World. Je veux vraiment savoir comment est-ce qu'il est arrivé à ce truc-là. Parce que je sens bien qu'il y a un message qui est derrière dans Wonderful World, un message qui est très sale d'ailleurs, hein. Ah oui, donc Et toi c'est le côté idéologique et tout qui te marque de It's a Wonderful World. tu m'as demandé l'auteur. Et Oui, l'auteur, oui, il a quelque oui. chose. Et s'il a quelque chose à dire, il part d'un postulat, d'un message, et il en fait quelque chose dans un jeu pour communiquer quand même. Donc, parce que si tu regardes Wonderful World, c'est quand même les capitalistes qui arrivent dans le Valhalla, avec des tanks, etc., qui vont Mm. faire du pétrole derrière pour arriver à avoir l'immortalité. Enfin, je cite des noms de cartes comme ça, Ouais, au ouais, pif, mais il n'y a rien de. ouais, bien sûr, Enfin, c'est l'envahissement de ton mystique. Enfin, moi, j'ai trouvé ça horrible. je suis assez d'accord avec toi que la vision décrite par le jeu, quel que soit le côté, c'est pas foufou, quoi. Donc voilà. Le Bonsoir jeu est génial, hein. Ragousep. Oui, le jeu, bah, c'est un des jeux qu'on joue assez souvent à la maison. Je fais partie des gens qui aiment pas Seven Wonders, mais qui trouvent que la mécanique, justement, un peu plus développée du draft de It's a Wonderful World est plus intéressante. Tu dois faire des vrais choix entre garder la carte et l'utiliser comme ressource, bloquer les autres
en prenant des cartes. Je trouve ça vraiment plus intéressant. Ouais, moi, c'est la mécanique que j'aime plus que l'univers. Je t'avoue que l'univers, je l'ai regardé au début. Maintenant, je regarde les compétences des cartes côté joueur un petit peu. Pour le Donc coup, voilà. quand tu as fini ta partie, de Mhm. te raconter l'histoire de ce qui s'est passé. Et je t'assure que tu arrives à dire des trucs. Juste Mhm. à la fin, tu regardes l'enchaînement de tes cartes et il y a un truc en fait. On regardera, on essaiera de faire ça avec ma Alors, femme la c'est prochaine fois. l'auteur de Wonderful World, j'ai la boîte pas loin là. Ah merde, c'est pas marqué sur la tranche. Euh, Ah, une petite recherche. Est-ce que quelqu'un peut nous trouver l'auteur de It's a Wonderful World? Je ne connais pas de tête comme ça. Voilà. Je suis très nul, mais j'aime beaucoup. Et tu te rends compte que je suis une gaucho. Ouais, tout le monde le sait, ma chérie, que tu es une gaucho. S'il devait rester qu'un seul éditeur. pouf. Je vais tricher là, je vais dire les Ludonautes. Ah, c'est Et c'est étonnant ça. évidemment parce que bah, il a signé LTG. Alors pardon, Mhm. LTG, je dirais ça tout le temps, mais c'est Limits to Growth, c'est le nom du jeu de géopolitique. Et comme c'est très long, je dis LTG très facilement. Mm. Mais pour deux raisons. Il y en a une parce que j'ai beaucoup discuté avec lui et qu'on a pas mal d'atomes crochus. Et il y en a une autre qui est plus étrange, c'est que en fait, j'ai connu Cédric au tout début, quand il a commencé à faire du jeu, il y a 20 ans, dans les tout premiers festivals de Panazol, Usine et ce genre de choses, où moi j'étais avec un de mes jeux que j'ai jamais pu finir, enfin jamais pu signer, et lui il était avec un jeu de sushi ou un truc comme ça. Et lui il a vraiment pris la tangente de faire du jeu et de devenir éditeur, etc. Et moi, je suis parti dans la recherche sous d'autres cieux. Et c'est assez étrange de se retrouver, en fait, et de retrouver une convivialité après quasiment 15 ans, un truc comme ça. Un peu moins, peut-être, allez, 12. Je sais plus. C'est Frédéric Guérard, l'auteur. Ah bah, si je le croise, il a un nom bien français en plus. Il y a des chances que je puisse le croiser et lui demander. Si tu devais garder qu'un seul jeu. Ah, ça c'est facile. C'est un running gag, c'est Dominion. Ah mon Forever. dieu. Ah, Dominion. Je fais partie des gens qui. Ouais. J'adore le Ah, deck désolé. building, mais je ne peux pas Dominion. Après, il y a la fameuse discussion. Oui, mais avec toutes les extensions. Oui, mais j'ai pas envie de m'acheter 300 balles de jeu d'un coup pour qu'ils deviennent bien, quoi. Alors, c'est pas Après, qu'il devient bien, lui, non, il joue que en ligne. il y Clairement, parce a, que il y a, il y effectivement, a- en vrai, Vas-y. c'est pas possible. De quoi? De le sortir, de le jouer, de l'installer, c'est une usine à gaz à installer. Mais en ligne, il n'y a Ah plus oui. ce problème-là. Mais Mm, par contre, comme j'ai vécu et grandi avec toutes les extensions, j'ai pas le c'est ça. problème d'apprendre tout ce qu'il y a derrière. Et en dernier lieu, ça fait, j'y joue depuis sa sortie, donc ça fait, là pour le coup, ça fait vraiment 20 ans que j'y joue. Et je suis encore surpris en 2023 par des nouvelles combos que je n'avais pas vues, que j'avais pas vu sortir, qui sont super efficaces. Enfin, j'ai encore des surprises avec ce jeu. Alors évidemment, les extensions ont permis d'aider ça, et je comprends tout à fait la critique du dire C'est, ah oui, enfin, ok, il y a 12 extensions, qu'est-ce que je foute avec non, mais ça? Et moi, c'est pas mon cas, et je peux encore en c'est- profiter. c'est purement c'est purement une question d'affect avec le jeu et de quand est-ce que tu l'as découvert, est-ce que c'est ton premier deck building ou non, etc. Nous, chez nous, on préfère le côté hasard du deck building, donc on préfère les rivières que les cartes prédéfinies en début de partie. Mais donc déjà, on a un peu du mal avec ça, mais je conçois parce que moi j'ai des jeux qui sont un peu tout pourris que j'aime bien parce que je les ai découverts il y a très longtemps, j'ai grandi avec. Et voilà, je suis désolé, moi j'adore HeroQuest, mais c'est devenu un jeu tout nul quoi parce qu'il est vieillot et que les mécaniques elles sont très old school quoi, tu vois. Non. Si je peux Ayant, défendre la mécanique de Dominion par rapport à la rivière sur Mhm. ce qui est sur la table au départ, c'est qu'en fait, au début, quand la partie se lance, il y a une analyse de la situation, de vers quelle stratégie je vais aller. Donc, des fois, il y a des stratégies évidentes, donc l'adversaire va prendre la même stratégie, sera la meilleure réalisation. Là, c'est moins intéressant. Mais des fois, je vais partir sur une stratégie, donc il va être, on va faire classique, hein, sorcière village, et l'adversaire va partir sur une stratégie mine. Je prends des cartes de base de la toute première Mhm. extension de jeu. Et selon le contexte, en fait, c'est telle ou telle stratégie qu'il aurait fallu prendre. Et donc, il y a un côté analyse initiale de la situation qui est clé.
Est-ce qu'il y a plusieurs achats dans le board? Est-ce qu'il y a plusieurs actions? Où sont les piocheurs? Est-ce qu'ils sont accessibles? À quel moment dans la game? Et tout ça, une fois qu'on l'analyse, il faut absolument arriver à dire est-ce que je vais sur du early et je vais rusher très rapidement les provinces quitte à me tuer? Ou est-ce que vaut mieux faire tenir un peu la game, baser un peu sur les duchés? Et c'est ce genre d'analyse-là, initialement, qui me plaît beaucoup, mais parce qu'elle est très riche, parce que j'ai tout le passif derrière. Ça, j'en conviens complètement. Mais en fait, ça devient de l'optimisation pure quand t'as pas de rivière. Nous, c'est le côté vraiment hasard et adaptation qu'on préfère. Il y a de l'adaptation quand même, mais c'est vraiment, tu vas vraiment sur quasiment de l'optimisation à fond quand t'as le système de cartes prédéfini. Qui nous plaît moins. On dit pas qu'on déteste, hein, mais on trouve ça moins fun et voilà. Et souvent, en plus, nous, c'est vraiment le deck building, c'est en mode pas trop prise de tête. Tu vois, tu regardes les cartes qui sont, tu essayes de faire ta petite strat avec ce qui est disponible. Des fois, bon, il y a pas ce qu'il faut, c'est la vie. Mais et limite, on va enchaîner 2 parties, tu vois. Voilà. Donc mais je comprends que Dominion plaise. Hein. Voilà, j'ai le même aspect avec Eon's End qui a la même. Alors lui, c'est encore plus parce que même ton jeu, tu sais dans quelle façon il va sortir. Donc c'est de l'optimisation à puissance 10 000. Parce que tu reprends ton deck comme il a été posé dans la défausse. Donc ça veut dire que tu peux arranger l'ordre de passage et d'achat de tes cartes pour que ça soit optimisé pour les tours suivants et tout. Bien sûr. Ça devient vraiment de l'automatisation, de l'optimisation abusive. Et là, je perds mon plaisir de jeu. Si tu veux. Moi, j'aime bien une petite dose de hasard quand même et de. Le hasard dans un jeu, il est toujours nécessaire. Il faut qu'il y ait un aspect hasardeux, de manière à générer des surprises et surtout aussi des possibilités de retournement. Si on prend un jeu à information complète, typiquement échec, Go, Awele, tous les jeux traditionnels ici, on va se retrouver avec le seul hasard étant contenu dans l'humain. Parce que des fois on est balèze, des fois on est moins balèze, des fois on est pas bien. Magnus Carlsen qui offre un draw avec un mec qui est classé, je crois, 1000 rangs en dessous de lui parce que il a mal au bide. Voilà. Mais cet hasard-là, il n'est pas forcément souhaitable dans les jeux modernes parce qu'on va arriver sur une l'optimisation complètement complète en fait. Et Mais les jeux que tu soulignes ici ont une contribution du hasard. Si tu prends Living Forest par exemple, Ouais. qui est un jeu que j'aime bien aussi pour le coup, là le hasard il va se faire seulement sur le stop ou encore initialement. Et après tout le reste est connu. Et sachant que tu n'as pas forcément besoin que tel ou tel animal sorte dans le roster qui est disponible à l'achat pour arriver à faire telle ou telle stratégie. Il y a suffisamment de cartes sorties pour que tu aies des cartes à Lotus, ou que tu aies des cartes avant, ou que tu aies des cartes. Et finalement, cette notion d'aléatoire, il faut arriver à peser juste ce qu'il faut pour défrustrer les gens, mais leur laisser quand même construire quelque chose d'un point de vue stratégique. Et c'est compliqué à doser. Et pour aller jusqu'au bout et rigoler un peu, j'ai même fait des simulations numériques de ladder de manière à essayer d'estimer c'est quoi la part de hasard, de metagame et de skill dans un jeu. Et on s'aperçoit en fait que c'est très proche de mon vrai boulot qui est physicien pour le coup. C'est très proche d'une modélisation sur laquelle on va pouvoir voir de la diffusion qui correspond à du hasard, du tri qui correspond à du skill, et un tri par échelon qui correspond au metagame. Et ces 3 composantes-là, il faut absolument qu'elles soient présentes dans le jeu. Sinon, on se retrouve avec des jeux qui sont pas fun. Mais le problème, c'est que la balance pour avoir juste ce qu'il faut de hasard et juste ce qu'il faut de planification, elle est hyper fine. C'est-à-dire que quand on lance des ladders comme ça avec plein de simulations à l'intérieur, eh bien, on se rend compte que on va avoir un jeu qui va être complètement aléatoire ou qui va être complètement trié. C'est-à-dire que les gens dans un ladder, ils vont se retrouver par rapport à leur force rigoureusement ou dans un espèce de grand brouillard parce qu'en fait, le jeu c'est que du pifomètre, donc ça sert à rien de faire un ladder. Et ça va se tenir dans un mouchoir de poche sur les paramètres qui vont gérer le jeu, mais un mouchoir de poche. Et c'est en ça, quand j'ai fait ces études-là, je me suis rendu compte qu'en fait, faire des jeux, c'est un château de cartes. Et avoir un jeu qui marche,
Alors, il y a l'expérience, etc. Après, on arrête de faire des conneries quand on construit le jeu, mais ça revient presque de la chance d'atteindre le jeu qui est correctement balancé entre ces trois paramètres globaux du jeu ici. Je sais pas si j'ai pas perdu tout le monde. Désolé. Est-ce que vous avez été perdu dans le chat? Dites-nous. Moi, ça va à peu près. On va enchaîner pendant qu'ils nous répondent. Est-ce que si tu veux garder qu'une seule mécanique de jeu? Bah, deck building, forcément. Ouais, un vrai ça. Bah, Ah, c'est mais ce qui est un peu déroutant parce que, tu vois, je reprends Living Forest. Ce qui m'a plu dans ce jeu-là, c'est l'imbrication des mécaniques. Le fait qu'il y en ait 3-4 et qu'elles soient très bien balancées et imbriquées les unes dans les autres, et ce qui les rend toutes intéressantes et liées. Et faire finalement maintenant un jeu de mécanique pure. Alors, j'en fais, mais j'en fais pour les enfants, typiquement. Pour que les gamins puissent apprendre. Bah là, on en a un qu'on va vendre à Cannes, qu'on va essayer de signer, qui est un jeu de stop ou encore, et il n'y a que de stop ou encore, mais c'est pur. Mais de manière à ce que, c'est la même façon quand on fait goûter aux gamins la différenciation avec les purées, etc., etc. Au début, tu t'amuses pas à faire des trucs de grand chef. Tu fais une purée de patates, une purée de carottes et une purée de brocoli, parce que ton gamin, il n'y connaît que dalle, et donc il a besoin de voir la carotte, la patate, le brocoli. C'est quoi les différences? Et donc, sur des jeux pour enfants comme ça, on fait que des mécaniques pures. Alors, c'est drôle comme choix. Alors oui, j'adore le deck building, c'est clair et c'est dit. Mais dans Living Forest, il est cool, quoi, parce qu'il est mélangé à plein d'autres trucs. Non, mais je pense que de toute façon, à partir du moment où tu mélanges beaucoup quand je dis beaucoup, c'est que tu as 3-4 mécaniques, ça commence à être beaucoup. Faut qu'elles soient plutôt like, comme tu dis, comme ton exemple Oui. pour Living Forest. Parce que je vois des gens qui font des protos de temps en temps, qui essayent de vraiment mettre beaucoup de choses dans leur jeu parce qu'ils aiment beaucoup de choses. Mais ça devient très vite une usine à gaz et quelque chose de très compliqué. Alors que des fois, des jeux très simples et accessibles, ça marche beaucoup mieux, quoi. Alors peut-être que ces gens-là aussi, ils n'en sont pas à la bonne phase de création de leur proto. Ah C'est-à-dire non, qu'au début, souvent ces premiers protos, tu sais, vraiment où tu essayes vraiment de créer le proto, hein. C'est pas des gens qui ont l'habitude ou quoi que ce soit. Ils ont dit, tiens, je vais essayer de faire un jeu, ils savent pas par où commencer. Ils ont dit, j'aime bien ça, 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 ça. Et puis au bout d'un moment, ils disent, ah ouais, bah je vais peut-être enlever ça et puis enlever ça, quoi. Vas-y, je te laisse en dérouler. fait, ce qui se passe, c'est que cette notion d'épuration à la fin, c'est une fois que tu as testé plein d'idées. Et la difficulté, alors, je sais plus quel auteur disait ça dans une interview, mais tu as une idée, elle est cool, mais en fait, c'est peut-être pas pour ce jeu-là. Et il faut savoir enlever les choses qui vont pas par rapport à la narration, par rapport au rythme, par rapport aux émotions que tu as envie de générer. Et ouais, la mécanique est cool, mais elle va pas là. Et c'est dur de savoir faire marche arrière et de couper des trucs. Pas de tuer son bébé, mais euh, de le raffiner, quoi. Et souvent, dans les jeux, à l'association, on en voit aussi des jeunes auteurs qui arrivent et qui ont mis l'univers entier dans leur machin, et on va dire, oula, alors, c'est quoi que tu veux dire avec ton truc? Où est-ce que tu vas de prime abord? Là, je mets les mains dans la caméra, je suis désolé. Je Pas vais de les soucis. reculer un peu. T'as, alors, Johan in the Sky qui dit que tu es son président aussi. C'est vrai. Oui. Ah, mais je sais. Alors là, pour le coup, comme il y a un bout de prénom, je vois qui c'est. Ah. Bonjour, Johan. Donc, s'il devait y avoir qu'un seul thème. Un seul thème. Ouais, c'est plutôt mécanique contre thème, souvent. Tu sais, c'est la fameuse Ouais, question. ben moi, je suis un mécanicien à la base, hein. Je suis vraiment un mécanicien. Le thème, j'ai pas envie de dire l'Heroic Fantasy parce que c'est chiant. Enfin, c'est chiant, on en a tellement mangé que. Alors, quand je Ouais, mais regarde en des l'air, fois, c'est que je suis c'est en train de bon. regarder ma bibliothèque, en fait, hein, c'est pour ça. Elle Vas-y. est juste à la dernière. Qu'un seul thème. Bon, on s'en fout du thème, non? Enfin, presque, ça dépend. Ah, tu peux dire que Euh, tu t'en fous, t'as pas de préférence. Tu sais, des fois, un thème, c'est quelque chose qui embellit la mécanique, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Bah, je suis en pleine dissonance cognitive parce qu'avec LTG, le thème, il a drivé très très fort le jeu.
C'est- Et donc dire que je m'en fous du thème, c'est un peu en pleine contre, j'y arrive, j'ai pas trouvé de mots. Enfin, bref, c'est pas bien, enfin, ça va pas. Alors, tu as Maxime Laciancio qui te salue également et Bosco Zarex, désolé si je prononce mal les pseudos, qui te dit Ah, qu'il vous est connaissez. Hello Président. Et donc, bienvenue à la femme sur ce live ce soir. Faites comme chez vous, n'hésitez pas à utiliser le chat pour balancer des choses sur Alexandre. Non, Euh, non, non, une casserole. Là, 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 je suis pas d'accord là. Faut pas les lancer, ils vont y aller. Ah oui, allez-y, allez-y. Alors, moi, j'ai demandé à Camus quand même, qui te présente pour que j'ai une idée de qui je reçois. J'en dirai pas plus, mais c'était assez élogieux quand même. Ah, c'est gentil. Euh, c'est Camus, il est toujours adorable, Camus. Enfin, moi, je le connais comme ça et je préfère pas le connaître autrement, mais... si devait y rester qu'un seul festival, est-ce que tu as un festival de cœur ou pas? Alors maintenant, ça va être Vichy. Ça va être Vichy Vichy? Forever. Et Vichy, le côté pro, le côté public, j'y suis pas allé parce que je j'y voyais pas l'intérêt. Mais un festival où on est reçu, où on a des plateaux repas qui sont donnés le midi et ça nous permet de manger à côté de gens avec qui tu n'aurais pas mangé, le directeur com de Gigamic ou alors le PDG de je sais pas quelle boîte. Parce que comme on arrive dans la grande salle, bon, c'est pas le restaurant 4 étoiles, mais on s'en fout, quoi, Mhm. c'est pas là. Les éditeurs, ils sont détendus. J'ai réussi la gageure en plein festival. Je n'arrivais pas à faire jouer à l'éditeur qui était en face de moi, un de mes protos. J'ai littéralement attrapé deux autres éditeurs qui passaient par là. Et je leur ai dit, hé les gars, s'il vous plaît, vous pouvez venir jouer à mon proto parce que bah là, il me manque de joueurs. Donc l'éditeur en question, ils avaient déjà vu le proto, ils l'avaient déjà refusé. Et ils m'ont dit, ouais, d'accord, vas-y, on prend 10 minutes et on fait la partie. Donc j'ai réussi à toper des éditeurs pour faire jouer à mon proto sur un autre éditeur. Mais jamais de la vie à Cannes tu fais ça. Juste jamais. Ah bah non, c'est pas la même ambiance. Mais en fait, comme il n'y a pas cet as d'or qui prend beaucoup dans les têtes, comme il n'y a pas le public avec 100 000 personnes, et sans déconner, on est quasiment à 100 000 personnes, et bah, les gens ils redescendent en pression, ils redeviennent humains, et donc on peut franchement discuter plus facilement. Les éditeurs te donnent même des trucs les uns par rapport aux autres. C'est, ah, ton machin, bah, va voir Bidule, ça va peut-être l'intéresser, et c'est plus humain. C'est pas l'espèce de machine à broyer que. Alors, je ne devrais pas cracher sur Cannes, j'y vais dans une journée. Mais c'est dur pour C'est- les auteurs qui arrivent là-dedans et qui ne connaissent pas le milieu. C'est se faire recevoir par des pneus entre deux rendez-vous, ça peut gratter un peu, par exemple. faut déjà avoir une dispo entre deux rendez-vous, ce qui est compliqué, parce que tout le monde y va pour ça, c'est assez particulier, Cannes. Donc voilà pour cette petite présentation, pour en connaître un peu plus sur toi en dehors des sujets de la soirée. On va aller sur le premier sujet qui est ton jeu édité à l'heure actuelle. Oui. Donc j'ai pris, ça s'appelle Ça suffit. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Je t'en prie. Alors, il y a le pitch du jeu, il y a l'histoire du jeu et ce que c'est devenu. Alors, le pitch du jeu, c'est il y a un joueur qui joue un maître d'école ou une maîtresse, les autres qui sont des affreux gamins, genre primaire. Les affreux gamins, ils ont fait une connerie, alors que toi, en tant que maître ou maîtresse, en tant que joueur, tu inventes qui est-ce qui a foutu le feu aux poubelles, qui est-ce qui a commandé 30 pizzas pour la classe, qui est-ce qui. Et là, à partir de ce moment-là, tu vas accuser un des gamins et tu vas compter jusqu'à un chiffre. Il est dans le petit chronomètre là sur l'image de la carte maîtresse. Et pendant ce temps-là, pendant que tu comptes jusqu'à ce petit chronomètre, les autres joueurs ont des cartes c'est faux et c'est toi. Et ils vont se rebalancer l'accusation, mais en mode patate chaude un peu vénère. C'est-à-dire qu'ils vont faire ah, c'est toi, non, c'est faux. Donc l'accusation elle revient, ah, mais c'est bidule, ah, mais c'est un tel, etc., etc. Et pendant que les gens se lancent les cartes à la tête, et ben la maîtresse, elle continue à compter, et à un moment, elle arrive au score, au chiffre qui était donné. Là, elle dit ça suffit en tapant sur la table, et le dernier accusé, il prend la punition. Donc c'est très con, c'est très régressif, ça nous permet de dire plein de conneries. En plus de ça, bah, tiens là on les a, il y a les cartes spéciales.
qui permettent de twister un peu le truc. Du genre, alors le fils à papa, là, c'est une saloperie, c'est quand t'es accusé, tu dis ouais, mais moi je suis quand même le fils du proviseur, donc Madame Tartempoète, là, dans sa petite classe, elle va aussi prendre une punition. Généralement, fait faire la gueule à Madame Tartempoète, la maîtresse de l'école. Et donc, on est sur du nerveux régressif très con. Et Ouais. là où c'est marrant, c'est que tu te retrouves à. Si jamais tu joues avec ta bande de potes, tu peux complètement twister l'univers. C'est-à-dire, par exemple, qui est-ce qui a oublié les quais de la caisse la semaine dernière? Qui est-ce qui va aller faire la vaisselle? C'est à qui de payer les pizzas? Etc. Et ça marche tout autant parce qu'en fait, les archétypes qu'on a utilisés dans la salle de classe, donc on a la grosse brute, on a le faillot, on a le fils à papa, on a. En fait, c'est des archétypes hyper génériques et qu'on va retrouver partout dans la société. Et ce qui fait qu'en fait, ce jeu, il marche tout le temps, en fait. Donc, ça, c'est pour le pitch. Ensuite, l'histoire du jeu, c'est un jeu qui a été développé quand j'étais enseignant au collège, à un moment. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, c'était des magiciens qui se balançaient des boules de feu en faisant des contresorts et des bidules. C'était tout nul. Ça portait pas. Et comme j'étais en plein en galère avec les collégiens qui me faisaient suer, je pense que ça a fait tilt. Et c'est là où le thème a changé. Donc le jeu est devenu avec ce thème-là. Ensuite, j'ai fait une grande pause parce que j'ai dû trouver du travail. Et à la fin de la pause, j'ai envoyé ça à Boulogne, ça a gagné et ça a signé avec des PG derrière. Donc, Donc, voilà. Bon, ceux de la femme qui disent excellent jeu, ça suffit, excellent jeu. On il a va. vraiment essayé pour le coup. Ils peuvent en parler. Hop là. Alors, 2 secondes, j'ai eu un tout petit souci de micro qui m'a grésillé totalement dans l'oreille. Je reviens. Est-ce que tu peux parler pour voir? Oui, je peux parler pour voir. Alors, je sais pas si Il c'est y a toi Ragoudette ou si qui c'est moi. tente de garder ses idées. Il a bien raison. Ragout de cèpe. Ah, ragout de cèpe. Non, c'est bon ça, Ok, le ragout de cèpe. j'ai mon casque qui a lâché. Je vais essayer de le jouer comme ça. Hop, 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 hop. Je te laisse parler 2 secondes. D'accord. Ah non, bah c'est bon. Alors ça, il a tourné longtemps à l'assaut parce qu'en fait, quand les jeux ils sont signés, alors pardon, c'est Camus 13 qui disait ça, qui disait que le jeu a tourné pendant l'assaut pendant 2 ans. C'est qu'entre le Mhm. moment où tu signes et le moment où ça sort franchement en magasin, il y a il y a encore un temps de développement avec l'éditeur et qui redemande des tests et qui redemande des ajustements, des vérifications. Et là, la fabrique a tout un intérêt, mais comme dans tout développement de jeu depuis le début, en fait, on a des super testeurs à la fabrique. Des gens qui essaient les jeux et qui ont du retour parce qu'ils ont l'habitude d'en faire. Mm. Et donc, les critiques, elles portent sur les points qui sont importants et bien analysés. En festival, tu as moins ça parce que, en fait, les gens, ils sont gentils. Donc, ils te voient, toi, avec ta gueule enfarinée qui est en train de suer sang et eau pour expliquer ton proto. Et bah, ils vont te dire: «Ouais, c'est bien, c'est chouette ton truc» et puis, ce qu'ils en pensent derrière, tu le sauras pas. C'est que Et t'es pas alors ça fait tombé du sur moi réseau. non plus, alors. Comment? T'es pas tombé sur moi, alors. C'est pour ça que tu dis ça, mais. Mais alors ça dépend parce que là, par exemple, je vais à Cannes. À Cannes, ça va pas être la même chanson parce que les joueurs qui vont au off de Cannes, ils y vont et ils prennent un shotgun, clairement. Mais si on va à Parthenay, par exemple, à Parthenay, c'est hyper familial et c'est gentil et voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'un auteur de jeu, il a pas besoin qu'on lui dise: «C'est bien, continue gaffe», enfin, si, de temps en temps. Mais il a surtout besoin de gens qui lui disent: «Ah, piocher 3 cartes là, t'es sûr? Parce que ça déséquilibre pas mal, la suite derrière et regarde après t'as de l'analyse paralysis parce que les gens ils ont trop de cartes en main, ils arrivent pas à». C'est ce genre de retour dont ils ont besoin pour, réussir à trouver ce qui va pas dans leur jeu, en fait. Mm. Ou ce qui va d'ailleurs. Je suis assez d'accord avec toi. T'as Ragoussep qui a dit que ça a l'air incroyable, par contre. Et je suis assez en accord avec lui, c'est que. En tout cas, soit tu le vends très bien, mais je trouve la dynamique et l'idée. Alors, c'est pas du tout mon genre de jeu, parce que c'est. Moi, j'aime bien les jeux genre Terraforming Mars, Wingspan, tu vois, Res Arcana, tu vois, où il faut un peu réfléchir quand même.
Mais là, ça a l'air drôle et t'as l'air de pouvoir passer un bon moment. Donc, ça me donne envie d'essayer, tu vois. Je dis pas que je vais être le public ou quoi que ce soit, mais je me dis, je veux quand même essayer une fois pour voir ce que ça fait. Et puis chez moi, en tout cas avec ma femme, on aime bien avoir des jeux où on peut se pourrir un petit peu. Donc c'est un peu le problème. Je pense que si on jouerait avec ma femme à ce jeu-là, on se ciblerait tout le temps, si tu vois ce que je veux dire. Alors en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est prévu quelque part. C'est quelque chose que j'ai étudié de plus en plus. Dans les jeux, il faut gérer la frustration. Et en fait, dans ce jeu-là, on a pu mettre les potards à fond. Et quand je dis à fond, c'est franchement à fond. Par exemple, il y a une carte quand t'es mort dans le jeu. C'est-à-dire que tu la joues, pouf, t'as perdu ta gueule. Ce qui est complètement unique, hein, dans aucun jeu tu peux vraiment faire ça. Mais là, il se passe que comme la maîtresse change de rôle régulièrement, donc à la fin de chaque manche, celui qui a perdu, il devient la maîtresse. Donc là, il y a un côté attaque-revanche qui se met en place. Et ensuite, le décalage émotionnel, parce qu'on est en train de parler de la classe. La classe, c'était quand même pour les adultes il y a longtemps. Hein, on a guéri le truc normalement s'il y a eu des traumatismes depuis le temps. Et donc finalement, on peut exagérer complètement le côté agressif parce que le thème est complètement régressif. Et on arrive comme ça à supporter et à se pourrir et ça en devient drôle parce que c'est terriblement exagéré. Un côté Munchkin quelque part où, les cartes sont complètement pétées, mais c'est ce qui est drôle en fait. Il faut pas jouer sérieusement à Munchkin, on n'est pas en train d'optimiser quoi que ce soit. Il y a un moment, il y a marqué: «Tu es niveau 40, tu passes niveau 1». C'est quoi ce jeu? Mais justement, on est dans ce même état d'esprit ici. Est-ce que t'as... Alors, t'as aussi un deuxième jeu. J'ai pas retenu le nom, tu m'excuseras. Celui où c'est du bluff, stop et encore, bluff et deck building, c'est ça? Alors, celui-là, Déjà, le c'est rassemblement des trois trucs, moi j'ai envie de voir. Parce que deck building avec du bluff et du. Tu vois, je veux au moins voir ce que ça donne, quoi, tu vois. J'ai l'impression que ça se mélange pas bien, mais. on est ici à fond. Mais à fond parce qu'il y a eu des contraintes qui ont été levées. Alors, il s'appelle Stop. Mhm. C'est le premier jeu que j'ai créé. En fait, on va dire le deuxième parce qu'il y en a eu deux en même temps à un moment, mais le premier. Et j'ai jamais réussi à le signer parce que l'objet est trop un ovni pour qu'un éditeur daigne se lancer. Par exemple, il a été top tier à Gigamic, il a été finaliste à Boulogne, il a été où est-ce qu'il a été encore? Il a été chez l'autre éditeur, pris à gauche à droite. Et en fait, on a des paquets qui ont juste des 2, des 3 ou des 4. Je regarde où est-ce qu'il est le proto d'ailleurs. Si je monte des cartes à l'écran, ça marche ou pas? On peut essayer. Allez, je vais pas loin. En fait, c'est rigolo parce que c'est le jeu que je sors en festival quand j'en ai ras le cul de présenter le proto du moment et que j'ai envie de faire une partie pour me marrer. Alors, hop, ici, donc chaque joueur a. Alors évidemment, c'est inversé. Ah non, c'est pas inversé. C'est vrai que la caméra réinverse. Excusez-moi, je découvre. Donc chaque joueur a un deck constitué de 2, de 3, de 4 et de plus 1. On a tous le même au départ. Et le but du jeu, ça va être de faire des enchères avec des cartes identiques en main. Donc ce qui veut dire que comme le deck il est rempli avec plein de chiffres différents, bah ça pose un problème. Quand on fait des enchères, en fait, c'est des enchères complètement libres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre de tour. C'est aux joueurs de se lancer comme ils le sentent. Et c'est là où il y a une grosse part de bluff et de pression sociale. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui finit par craquer et à rajouter une carte sur telle ou telle personne. Ensuite, les enchères, on les fait devant nous pour gagner, bien sûr, mais on peut aussi les faire chez les autres. Et quand on les fait chez les autres, on va ainsi pouvoir aider quelqu'un ou l'empêcher de gagner en contrant l'enchère. Je m'aperçois que je fais n'importe quoi au niveau de l'explication, mais c'est pas grave, vous allez suivre. Et donc ces enchères rapportent des points, et celui qui a 6 points à la fin gagne la partie. Et plus il y a de gens qui rentrent dans l'enchère, plus la partie rapporte de points. Donc si tu es tout seul à jouer parce que tu es monté trop haut en enchère ou que tout le monde a la trouille de t'affronter, bah, tu gagnes juste un point. Et si jamais tout le monde est rentré dans l'enchère et tout le monde s'est battu, et ben l'enchère peut valoir 4 points sur les 6 ou 5 points sur les 6 même, et là ça
commence à être problématique. Et la notion de deck building arrive à partir du moment où quelqu'un gagne une enchère, et toutes les cartes sur la table sont réparties entre les joueurs qui ont joué comme le veut le gagnant. Donc le gagnant, il peut dégager tous ces deux, il peut récupérer des 3 à la place, ou des 4, il peut pourrir le deck de quelqu'un en lui refilant le chiffre qu'il n'a pas, parce que finalement, le bon deck qui est intéressant à la fin, c'est le deck homogène, pour avoir le maximum de chiffres identiques pour pouvoir enchérir, avec soit les 2, soit les 3, ou soit les 4. Et en fait, maintenant, j'arrive mieux à avoir une description de ce jeu. C'est un party game expert. En réalité, ce que j'ai fait avec ce jeu-là, c'est un party game expert. C'est-à-dire que le jeu, il a l'air de rien, et il est dur à manier. Mais comme j'ai complètement fait sauter la notion de tour par tour et la notion d'ordre, eh bien, on a une ambiance complètement électrique. Et il y a des gens qui vont y retrouver du bluff comme au poker. Il y a des gens qui vont voir le côté deck building ou hand building aussi. Il y a les deux en fait dans le jeu qui sont présents. Et on fait une partie en 20 minutes. Et pourquoi est-ce que le truc n'est toujours pas édité? Parce qu'en fait, il est dur à caractériser. C'est compliqué de savoir c'est quoi ce truc. On le met où dans le magasin? Ou dans Et le donc, ça fait partie magasin, de ce on qu'on le met où appelle dans une gamme, on le met, c'est même pour l'éditeur, c'est ok j'aime bien, mais où est-ce que je vais le placer dans ma ligne éditoriale quoi. Voilà, et en plus, il n'y a même pas de thème pour l'accroche, c'est juste des 2, des 3, des 4. Alors, on met quoi? On fait de l'Heroic Fantasy classique en mettant des dragons, un nain, un elfe? Ou alors, est-ce que. Donc, ça fait partie de ce qu'on appelle les bons jeux, mauvais produits. Et on en a quelques-uns à la fabrique comme ça, qui sont des putains de bons jeux. Franchement, on s'éclate avec. Mais à vendre, on voit pas. Pour Mais- déconner, on a dit que si jamais j'avais l'Asdor avec LTG, on montait une boîte d'édition qui s'appellerait Bon jeu, mauvais produit. Et on ferait aussi un gros doigt à tous les autres éditeurs qui nous ont refusé aussi au passage. Mauvais Ça, produit, mais bon jeu. Il y a Johan in the Sky qui dit qu'il apprécie beaucoup Stop. Cette mécanique de soutien fait qu'on a potentiellement tout le temps un rôle crucial. Tu peux te retrouver avec un deck déstabilisé après une prise de risque ratée, mais tu peux toujours rebondir. Pas besoin de thème. Ma femme propose ouais des nains ou des licornes. C'est voilà. Mais après, En fait, elle a ses passions. Hein. C'est les nains et les licornes. Si tu fais des nains sur des licornes, t'achètes le jeu. Je pense même qu'elle arrive à t'en vendre. Mais, mais peut-être pas assez. C'est peut-être pas rentable. Hein. Je m'engage à rien là-dedans. Ou des nains de avec toute des façon, avec licornes. une Ouais. tournée Ou maintenant, on des va nains avec pouvoir des faire plein cornes. de jeux. Est-ce Donc, que... il y a moyen d'avoir un peu de graphique et de dupliquer 3 nains, 3 licornes. Mhm. Ça, c'est un autre sujet encore. Ah. Ouais, non, mais les nains, ils ont toujours des cornes. Ça, c'est classique, ça. Je prends des actions. Donc voilà, si tu cherches des investisseurs, t'as ma femme. C'est déjà pas mal. Merci. Euh, pour moi, un très bon jeu de camping. Grosse ambiance jusqu'au bout de la night. Alors, Euh, JD Boscusarex, en fait, il a eu le malheur à un des rendez-vous auteurs, parce qu'à la Fabrique, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive maintenant à inviter un éditeur qui vient pendant une journée essayer, alors pas tous les protos, parce qu'il y en a beaucoup trop, mais essayer une sélection de protos de la Fabrique. Donc ça, c'est super cool, parce que ça veut dire qu'on a un moment privilégié avec récemment Blue Orange, donc, ce qui n'est pas dégueulasse quand même. Et JD a eu le malheur de faire tester son jeu, tandis qu'on faisait une partie de stop derrière. On lui a foutu un dawa qui. Quelque part, je suis content et quelque part, j'ai honte. Je sais pas où me situer. Là, émotionnellement, le curseur, il est entre les deux. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. pas vraiment, mais il le dit au moins, c'est déjà ça. C'est typiquement un jeu pour lequel les joueurs n'ont pas besoin de thème, qui sera plus pour les joueurs moins avertis. C'est vrai que quand tu regardes un skijo ou autre, tu vois, les gens aiment bien, ils y jouent, le thème, ils en ont rien à foutre, quoi. Donc au bout d'un moment... Alors, t'as raison, mais Stijo, ça va vite à comprendre. Là, stop, ta première partie, tu te fais bananer, tu comprends rien. Bah d'ailleurs, l'éditeur de Blue Orange l'a essayé, il s'est fait pourrir parce que tout le monde savait très bien jouer et pas lui, donc il en a pris plein la gueule. Et c'est qu'à la deuxième partie, enfin au moment de finir la partie, il y a quelqu'un qui fait autour de la table, souvent c'est ah, ok, on en refait une. Là j'ai compris, c'est bon. Mm. Mais
mais il est pas facile en fait comme jeu. C'est pour ça que je parle de party game expert. C'est que il a l'air de rien, mais il faut maîtriser la notion de bluff, d'enchère, de deck building. Enfin, et il faut regarder les mains des autres, les decks des autres. Il faut savoir où est-ce qu'on en est dans les points. Il est pas facile pour bien jouer correctement. C'est pas du tout facile en fait. Mm. Je Les comprends. party game expert, tu mets ça où dans la gamme de jeux des magasins? Ça fait bizarre. Mm. Tu parlais, depuis le début, on parle pas mal de la femme, donc la fabrique d'auteurs marseillais. Tu es président de cette association depuis pas longtemps, je pense, vu que ça n'a pas été Bah, mis ça à jour sur fait le site. Combien? 1 an ou 2, je sais Il plus. faut mettre à jour Euh, votre site internet, par contre. Il est en construction depuis longtemps, peut-être, on va dire ça comme ça. Alors, notre site internet, c'est un serpent de mer. On va y arriver, on va réussir à faire quelque chose. Et là, pour l'instant, je pense qu'on met plus le paquet sur tout ce qui est réseau social, Mhm. parce que ça paye plus et que Ah bah, finalement, les éditeurs, est-ce que les éditeurs vont voir un site pour trouver de nouveaux protos? Mais juste que dalle, en fait. Ils ouvrent leur non, boîte mail, ça dégueule littéralement sur eux de c'est protos. Ils ça. en sélectionnent peut-être au hasard parce que, et puis point barre. Donc, L'intérêt pour vous, il est pas énorme d'avoir un bon site internet. Je pense qu'un bon Instagram où vous êtes visible, déjà ça peut plus les marquer. Ou un Facebook. Donc non, vous avez raison d'aller plutôt sur une optique de réseau. En tout cas, est-ce que tu peux nous parler un peu de la fabrique un peu vous êtes combien comment vous fonctionnez avant d'attaquer le gros euh, de la soirée. le gros. Le gros. Alors, la Fabrique des auteurs marseillais, c'est donc une association qu'on a créée en revenant de Cannes. C'était Marc Lagroix, Fabrice Chazal et moi, dans la voiture. On se disait, bordel, à Marseille, il n'y a quand même rien du tout. C'est la deuxième ville de France, selon comment tu comptes, Lyon ou pas. Enfin, bref. Mhm. Et donc, c'est juste pas possible. Et on a créé ce truc-là en se disant, OK, on va se regrouper en tant qu'auteur pour s'aider à développer les jeux, pour s'aider à trouver les éditeurs et pour se soutenir les uns les autres. Au moment où on a créé cette association, il y avait déjà, bam, 15 personnes qui sont arrivées. Preuve qu'il y avait un manque, clairement, dans la ville. Ensuite, on a commencé à essayer de trouver un lieu, à structurer nos réunions, et on a continué à grossir. Donc maintenant, bon an, mal an, on est 30 auteurs de la fabrique. Alors, comme dans toutes les associations, il y a des gens qui sont plus présents, des gens qui sont un peu moins présents. Il y a des gens c'est les auteurs d'un jeu, et il y a des gens, c'est les auteurs tout court qui vont essayer de produire 1, 2, 3 jeux par an. Et ce que ça fait maintenant, alors d'un point de vue pratique, c'est 2 rendez-vous mensuels, ou un à Aix et un à Marseille, parce qu'on a quand même quelques Aixois, alors on les accepte malgré tout. Ils sont là ou pas? Non, il n'y en a pas trop, ça va. Et donc on se retrouve à se voir. On essaie de faire passer le maximum d'auteurs avec les jeux sur lesquels ils ont des questions. À la table, ce sont d'autres auteurs et quelques testeurs selon les invitations. Si la femme de machin veut venir ou si le pote de bidule veut venir, bah, bien sûr, ils viennent, hein, pas de problème. Mais on essaie de garder un maximum d'auteurs à la table de manière à avoir du retour pertinent et efficace. Alors, les parties sont pas forcément finies. Des fois, on fait des analyses de situation. Des fois, c'est juste du brainstorming. Des fois, c'est juste du pitch. Comment bien pitcher son jeu. Donc, le travail autour du jeu, il n'est pas juste faire une partie. Ça arrive souvent qu'on finisse pas la partie. On a vu ce qu'on avait à voir et ensuite on discute du problème, si problème il y a. Et en plus de ça, maintenant, on commence à faire d'autres activités. Donc j'en ai dit 3 mots, c'est les rendez-vous avec les éditeurs. Donc on essaie d'inviter un directeur de collection. Donc on lui envoie notre catalogue, il fait ses choix, et après nous on trouve un lieu, on fait un planning, et l'éditeur il va essayer tous les jeux qu'il a sélectionnés, pardon, avec les auteurs dans un calme relatif. Désolé JD encore. Et ainsi, on a quasiment, pour l'instant, l'éditeur repart toujours avec des jeux. Il arrive, mais c'est aussi parce que le lieu et le moment il s'y prête. Il n'est Mhm. pas stressé par d'autres rendez-vous à côté, etc. Et on gère tout pour lui pour que ça se passe bien.
La deuxième chose qu'on commence à faire aussi, c'est alors c'est tout récent, on s'est occupé de la protozone de Istres, le festival qui a eu lieu il y a 2 semaines, je pense. Et on a organisé ça un peu sur le même modèle, c'est-à-dire que on demande aux gens de s'inscrire et on essaie de répartir les slots et les créneaux de manière à ce que tout le monde ait le... Et en dernier lieu, qu'est-ce qu'on fait aussi? Ça, on l'a moins fait cette année, on va essayer de reprendre. C'est des journées portes ouvertes. Où là, cette fois-ci, c'est un auteur et des testeurs pour avoir du retour public sur le. J'étais sûr que j'allais entendre. Alors, pardon, il y a Ragout Sep. Ah, j'étais sûr que j'avais entendu parler de toi à Istres, tout se connecte. Alors, pas que moi. À Istres, il y avait Johan, il y avait Audrey, et aussi un peu moi, mais c'est surtout Johan et Audrey qui ont fait le gros du taf pour l'organisation. Donc Ragousep, il a fait une game jam qui s'était bien passée, celle où il y avait Captain Meeple, je crois. Et donc il a fait quelques protos. C'est un auteur. Je crois pas qu'il ait édité de jeu. Il nous le dira. Mais voilà, c'est un auteur passionné aussi. D'accord. Et alors, je voudrais dire un dernier mot sur la fabrique aussi, que c'est important. En fait, ce qui s'est passé, il y a deux éléments humains qui se rajoutent à ça. Il y a un aspect de formation. Parce que les jeunes auteurs qui arrivent ici, alors jeunes en termes de c'est mon premier jeu, j'ai jamais rien fait, et ben ils savent pas. Ils savent pas comment on drive des tests, ils savent pas comment est-ce qu'on affine un proto, ils savent pas où sont les éditeurs, ils savent pas un paquet de trucs. Et à la fabrique, ils trouvent plein de gens qui ont déjà quelques steps d'avance d'une manière ou d'une autre, et donc ils vont pouvoir donner des conseils. Et donc il y a un aspect entre guillemets de formation qui est important. S'il n'y a pas de formation d'auteur de jeu, d'un autre côté, c'est normal parce que ça, on en parlera peut-être, mais être auteur de jeu, c'est pas avec ça qu'on fait bouillir une marmite. Ça dépend, mais Et il y en a pas le beaucoup, quoi. deuxième point, c'est que finalement, à la fabrique, ça fait des potes. À Mm. force de se critiquer les uns les autres, à force on commence à se connaître et ça fait une ambiance de potes et bière qui est vachement sympa en fait, hein. Donc je vis à Marseille, je suis auteur. Suffit de se présenter. Bonjour, je voudrais intégrer le collectif. Faut passer un test. Il y a une Alors initiation, ouais, des faut rites. passer un gros test. C'est pas faux. C'est alors sans faire peur. On demande de venir une première fois sans proto pour être à une table, critiquer, voir les critiques qui sont faites sur les différentes personnes, les différents auteurs, pour voir comment ça se passe, en fait, comment on reçoit une critique. C'est quelque chose qui est important, qu'il faut savoir recevoir, et c'est un petit peu dur. Et ça permet de donner une légitimité à la personne qui vient d'arriver de critiquer, parce que comme elle voit que tout le monde le fait à la table, puis à un moment, on va lui demander son avis, et toi, t'en penses quoi, etc. Et ça donne une légitimité à elle de critiquer, mais ça lui donne aussi un droit d'acceptance de la critique. C'est-à-dire quand bien, si elle veut, si ça lui plaît, et qu'elle revient une deuxième fois, cette fois-ci avec son proto, elle le fait jouer. Et là, ici, il y aura des critiques qui vont être faites, et comme elle aura vu comment ça se passe, eh bien, elle pourra mieux percevoir les critiques, et surtout voir, surtout qu'il n'y a que de la bienveillance. Il vaut mieux prendre une claque parce que le jeu est pas bon, parce que ça arrive, hein, prendre une claque à la fabrique que prendre une claque avec, je sais pas, Alain Mirayan chez Gigamic qui va juste regarder ton jeu et dire ton jeu c'est de la merde, dégage. Alors, je caricature un brin, mais des fois ça va vite et c'est brutal, quoi. Pas tous, mais des fois ça arrive. T'as Louvnik qui dit en résumé, si tu survis à Alex, tu peux rester à la femme. Bon, T'as- ouais, je suis il y pas a un- celui qui a le plus de dents pour faire des critiques. Ah, des fois, faut mettre le revers. Ça fait peut-être un peu moins mal. Disons que, en fait, je sais plus qui avait analysé ça, c'est que ça vient de mon boulot. Dans mon boulot, quand on présente un sujet ou qu'on fait quelque chose, les collègues, ils ont absolument pas le temps de faire des ronds de flanc pendant une demi-heure pour me dire que la police de mon machin ne va pas. Ça va être très cash et très direct. Mais c'est toujours fait pour le mieux, enfin, en tout cas, pour ce qu'ils pensent être le mieux de ce que je suis censé faire. Ah, Donc moi, c'est toujours c'est. Hmm. pour upgrader. Ouais, je sais, j'ai fait une phrase compliquée, je suis Non, désolé. non mais C'est toujours pour essayer d'upgrader le truc, en fait.
Mais moi, j'ai un problème dans mon boulot, c'est que je suis très franc et je dis les choses. Des fois, je devrais les enrober un petit peu, mais il n'y a pas de mauvais fond. C'est juste que bah, je suis dans l'informatique, on doit être dans de la productivité. Donc, résultat, j'ai pas envie de passer 10 minutes à essayer d'expliquer gentiment un truc que je peux te dire en 3 secondes, un peu cash, mais au moins c'est dit, on passe à autre chose, quoi. Et c'est vrai que des fois, les gens, on leur fait des remarques juste pour aller vite et sans mauvais fond, mais faut apprendre à recevoir quand même de temps en temps. Ça fait pas de mal. Et puis c'est surtout que l'intérêt, c'est de s'améliorer. Raguseb qui dit qu'il faut absolument qu'il trouve ce genre d'assaut d'auteur dans le Gard. Il y a bien les claps, mais c'est la Provence. Alors, euh, Ragout peut aller sur le site de la Sage, il y a hmm. toutes les assos qui sont répertoriés. Je sais absolument pas où est le Gard et je sais pas s'il y a des assos dans le Gard, mais en tout cas, s'il y a une association d'auteurs de ce genre-là, c'est sur la page du. D'accord, bon, Il s'il est fouille dessus, tout va bien. déjà. Ah, premier dessus. Et je trouve que il a. Alors, je trouve très intéressant votre façon de faire parce que je trouve que c'est très important. Moi qui. Enfin, quand je vais en festival, limite, je préfère presque aller embêter ceux qui ont fait des protos, discuter un peu avec eux que tester des jeux qui sont déjà sortis avec des animateurs qui connaissent même pas le jeu souvent. À petite critique des festivals. Ah, bah, il a pas pu se retenir. Donc j'aime bien passer du temps avec les gens justement qui font des jeux et je trouve que souvent il y a des gens qui ont de très bonnes idées mais qui savent pas les vendre en fait. Et déjà, tu vois, avoir ce côté-là un peu aussi dans la femme, de pouvoir un peu upgrader comment faire un pitch de jeu, etc. Je trouve que c'est très intéressant. D'ailleurs, tu le fais très bien. Parce que moi, je suis. Moi ou un éditeur, il suffit de donner envie quoi, de tester le jeu pour que tu aies une chance qu'il arrive plus loin, si tu veux. Mais si le mec a 30 jeux dans sa pile, t'arrives pas à lui pitcher correctement, il va même pas rentrer dans sa pile le jeu, quoi. Et c'est normal, quoi. Oui. Donc voilà. Merci pour le follow de Copro Las Mireillas. Alors Mireillas, je ne sais pas. Merci à toi pour le follow. Takamu, il va passer pour un sauvage alors qu'il est fondamentalement pragmatique et gentil. Je pense qu'il parle de toi. Mais c'est gentil. Pragmatique, je prends. Gentil, ouais, peut-être. Je sais pas, on verra. Ça va casser son image, Camus. Calme-toi. On a reçu des auteurs du Gard au Festival d'Istres. Tu as présenté quelque chose. Je pense qu'il parle à Ragousep. De quel Ouais. coin du Gard es-tu? Alors, je vous laisse parler tranquillement dans le live, dans le chat. Et j'ai eu un second follow de Aimé Rilo Ludomancienne. Alors, Emery ou Emeji Ludomancienne. Je sais pas du tout comment ça se prononce. J'adore vos Alors pseudos moi, à je sais, rallonge. ça va être MJ Ludomancien, je pense que c'est ça. Ah, MJ Ludomancien, oui. Donc MJ, c'est mieux. Comme ça, un petit rapport au jeu de rôle. Donc voilà. Est-ce que tu as autre chose à dire sur la femme? Viendez, on est gentil quand même. Alors, faut y aller, gentil quand même. Si on veut trouver la femme, parce que l'actualité de la femme, ça va être cette semaine, Cannes, je suppose. Oui, oui. Le rendez-vous, comment on vous retrouve? Alors déjà, si vous voulez les retrouver, le mieux, c'est Facebook et Instagram. Surtout Instagram, je les vois de temps en temps. Donc n'hésitez pas à aller les follow sur Instagram. Et dedans, vous mettez déjà, il y a un plan du lieu où on peut vous retrouver à Cannes. Donc n'hésitez pas à y aller. Donc ça sera Alors, surtout le au off, off, je sais d'après pas ce que je où comprends. ça C'est sera ça. dans le off. Ça va être placé comme on pourra. Enfin, il y a encore un brin d'improvisation. On sera dans l'attente maintenant, ou dans l'attente, je sais pas. Mm. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va Euh, travailler avec le Graal aussi, c'est arriver à ce que les collectifs aient plus de visu à l'intérieur du off. mm. Bon, c'est en discussion. Ok.
Et vous avez d'autres choses après Cannes ou déjà de prévu ou pas? Survivre à Cannes. C'est déjà pas mal. Et ensuite, j'espère qu'on aura un autre rendez-vous éditeur qui devrait se dégager assez rapidement. On espère avoir Tiki Édition chez nous. Mhm. Et sauf alors les petits festivals, je ne les ai pas en tête, je ne sais plus où est-ce qu'on va à gauche à droite, mais les prochains gros rendez-vous, ça va être Vichy, PEL, et puis qu'est-ce qu'on a d'autre derrière? Vichy, PEL. Voilà, c'est déjà assez loin pour moi dans le temps en fait, hein. Après, PL et après ça va être le flip ou un truc comme ça quoi. ouais. Mm. Les classiques. Bah, en fait, soit on organise nous-mêmes des événements, mais c'est très local et il faut être dans l'association quelque part parce que c'est très tourné. En fait, c'est un peu couillon, mais comme c'est une association d'auteurs, les choses sont tournées vers les auteurs. Normal. Pour le public, ma foi, il y a déjà plein de festivals Ah qui oui, oui, existent. bah, je pense que ouais, vu le nombre de festivals qu'il y a, autant les utiliser ça sert à rien de vous embêter à faire de l'organisation d'un festival, c'est du temps, c'est quelque chose quand même si tu veux faire un truc intéressant. Donc, je pense que c'est pas utile pour vous. Il y a déjà assez d'événements pour que vous greffiez dessus. Oui. Donc, on va attaquer le gros de la soirée. Le gros de la soirée. Oui, parce que ça se voit pas, mais je fais de l'humour. Donc ça va défiler, des choses vont défiler. On va parler d'un jeu que tu as signé, Oui, euh, clairement. Bon, qui est j'insiste, j'ai signé. Vraiment. Ça a été vraiment compliqué. signé, qui s'appelle Limit to Grow, c'est ça? Oui, les limites à la croissance. Mm. En français, même si le nom est en anglais. Donc voilà, bon, alors pour ceux que ça intéresserait déjà, vous pouvez trouver la page Facebook où on peut suivre l'évolution du jeu, etc. Si vous voulez des informations dessus. Voilà. Je partagerai un moment tout ça, c'est juste que j'ai oublié de le faire et je perds la vidéo si je le fais tout de suite, donc voilà. Si ma modératrice peut aller fouiller et nous trouver ça, je le remercie d'avance pour mettre les liens dans le chat. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce jeu? Moi, j'ai juste eu l'occasion de lire les règles et l'idée générale, que je trouve très intéressante, mais je vais te laisser en parler, parce que tu en parleras et tu pitcheras ça bien mieux que moi. Alors, LTG. LTG, c'est un. Donc d'abord, c'est un jeu de civilisation, soyons clairs. Mais c'est un jeu de civilisation qui est issu d'un vrai modèle sur une partie de ce qu'il modélise, justement. Et donc, c'est un jeu de civilisation qui va pouvoir vous permettre, grâce à ce modèle, donc un modèle, c'est finalement des variables qu'on met ensemble pour arriver à essayer de prédire ou de comprendre quelque chose. Et donc, ce modèle-là, on va l'a mis dans un jeu. Alors, on l'a défoncé parce que le vrai modèle, il est très gros. Il y a 315 variables. Il y a des lois mathématiques un brin complexes pour lier tout ça. Donc là, il a fallu défricher beaucoup. Mais il va prendre en compte des choses très réalistes. Par exemple, ça va prendre en compte la transition démographique, la fraude fiscale. Ça va prendre en compte les effets de l'éducation sur la consommation. Et en fait, on va avoir un jeu de civilisation qui sera très réaliste et qui va donner la part belle à la politique et aux joueurs. C'est-à-dire que, tandis que le jeu contient les mécaniques vraiment automatiques de si jamais je pousse tel bouton, il se passe tel truc, c'est les joueurs qui vont avoir le choix de décider d'appuyer sur tel ou tel bouton. C'est eux qui vont décider de monter l'éducation, ou alors de partir vers la finance, ou alors de s'armer comme des cochons en vue d'envahir leurs gentils voisins. Ou alors de produire, avoir un raccourci avec du pétrole, ou au contraire de produire, en essayant d'être, le plus précautionneux possible pour la planète. Et donc le jeu se structure de la manière suivante, c'est là vous avez qui défilent toutes les cartes, qui sont justement des actions politiques. Je décide de mettre en place du recyclage, je décide de mettre en place, telle ou telle, industrie, ou de faire de la surproduction par exemple. Et une fois qu'on a tous joué nos cartes, il y a toute une phase qui est sur le plateau principal où on va, faire, la production, nourrir les gens, regarder la lutte des classes aussi qui est présente dans le jeu. Donc toutes ces actions automatiques
qui vont nous amener à une nouvelle situation sur laquelle on va jouer des nouvelles cartes, etc. Et donc, de décision, conséquence, décision, conséquence, décision, conséquence sur 8 tours, on a toute une histoire qui va se dérouler depuis, on va dire, 1850 jusqu'à peu près 2050. Et de cette histoire-là, on va pouvoir voir mieux les implications qu'on a entre les problèmes écologiques et sociaux, les problèmes militaires et financiers. Et on va vraiment pouvoir s'essayer à la dictature, si on a envie par exemple. On va pouvoir essayer d'être le plus sobre possible, mais est-ce qu'on ne fera pas rouler dessus par nos voisins qui, eux, ont décidé de ne pas l'être du tout? On va comprendre aussi pourquoi, par exemple, la planète va au plus mal et puis finalement, on a l'impression que tout le monde s'en fout. C'est pas que tout le monde s'en fout, c'est que tout le monde a des problèmes déjà locaux à gérer et ça paraît un peu loin et quand c'est vraiment trop tard et bam, crise écologique, qui nous tombe sur la figure et on va comme ça ainsi, simuler effectivement des planètes sur lesquelles on va pouvoir s'essayer en tant que gouvernant. Alors le jeu reste un jeu, dans le sens où, on a une très, très, très bonne immersion du joueur. Le rythme est suffisamment bien géré pour, que personne s'ennuie. En fait, ça c'est une question de mise en place de la complexité et du temps de jeu qui fait que tout le monde est présent tout le temps dans la partie. Et hem et par contre, sur la courbe d'apprentissage, on ne devient pas, gouvernant du monde en d'autres mouvements. Effectivement, faut la première partie, c'est on fait un peu n'importe quoi, la deuxième un peu moins et cetera. Et à la fin, on a vraiment envie d'essayer des trucs. Oui. Alors, pour l'instant, mais parce que le jeu est encore en développement, il y a, mêmes ressources pour tout le monde, il y a même carte pour tout le monde sauf une. Donc il y a une légère asymétrie et l'asymétrie va se construire Désolé. au fur et à mesure de la partie. Déjà tour 2 ou tour 3, on est déjà sur des orientations différentes. J'adorerais qu'un joueur puisse jouer les États-Unis, un autre joueur joue la Somalie, quand un autre joue la Mongolie et la Russie. Allez, vendu. Alors, il faut savoir que le jeu ne pose jamais de jugement. C'est-à-dire qu'on ne dit pas je joue une dictature. On fait des choses qui vont faire qu'en fait on est en dictature. On fait des choses qui vont faire qu'on est écologiste. Mais il n'y a aucun tampon marqué nulle part. Et c'est aux joueurs ensuite de reconnaître les pays qu'ils auront créés en fait quelque part. Par contre, cette asymétrie, j'adorerais la poser, mais d'abord il faut que le jeu soit nickel en symétrique. Et après, on va commencer à rigoler et puis à mettre tout le pétrole dans un coin, tous les autres pays dans un autre coin, et on va voir comment ils se débrouillent. Parce que garder tout son pétrole dans ces cas-là, c'est pas facile. Donc je m'excuse, j'avais désactivé mon micro parce que je toussais. Vous n'avez pas entendu, mais je posais la question de Monsieur Ragousep. Joanne qui nous dit c'est le seul jeu auquel j'ai joué et au sujet duquel je peux dire tout se passait bien, mais j'ai manché une transition. J'ai manqué une transition démographique, je pense. Peut-être erreur de frappe. Ou un jeu de mots que je ne comprends pas. Non, je crois que c'est la transition démographique, parce que je me rappelle de la partie, et en fait, la transition démographique, c'est un moment très important dans notre civilisation, qui est quasiment fini d'ailleurs. Si tu regardes les chiffres, il y a guère que l'Afrique qui est encore à plusieurs enfants et une certaine mortalité. Et c'est le problème, c'est un moment où ta population peut vraiment exploser d'un coup. Et c'est faut le gérer derrière. Faut le gérer. Et si t'as pas bien géré ta population ou ta production, ou si t'as pas un accès au marché cohérent, et bah ça peut mal se passer. Et le deuxième point, c'est si jamais tout le monde a mal géré, et tout le monde est devenu par exemple beaucoup trop gros, et c'est la planète qui elle ne gère pas l'afflux d'humains. Il y a peut-être un côté malthusien au jeu dans le sens où le nombre de personnes sur la planète est un facteur clé. Alors, Malthus avait le mauvais goût de dire que on est trop nombreux sur la planète, tuons les pauvres. C'est pas mon propos. Je dis juste que quand on est trop nombreux et ou qu'on consomme trop par tête de pipe, il y a un problème. Et là, c'est le physicien qui parle. C'est-à-dire que quand il n'y a pas assez de ressources et qu'on en prend trop, bah, il y a forcément des crises qui vont arriver. Et là où je suis sadique, c'est que le jeu est même prévu pour ça.
C'est-à-dire que dans les setups de départ, c'est clairement fait pour pas que ça se passe bien, en fait. C'est aux joueurs de faire un effort, c'est pas au jeu de faire un effort. Et ça, c'est quelque chose auquel. Alors pourquoi LTG existe? Parce que le souci climatique, politique et social me pose beaucoup de problèmes. Je sais faire des jeux, j'ai donc moyen de communiquer à plein de gens. Et donc ce jeu-là, c'est un cri d'alarme, ça fait peut-être un peu trop gros, mais c'est l'envie de dire aux gens, attention, les gens, il y a des murs, on va les prendre là. Et donc voilà, essayer d'avertir le plus de gens possible, non pas en faisant des TEDx ou en faisant des articles scientifiques, mais plutôt en les faisant sentir ce qui est en train de se passer au travers d'un jeu. Donc c'est C'est-à-dire tout tomber là-dessus. en gros ton idée de départ de ce que j'ai lu, c'est tiré des idées d'un bouquin qui a mis sous forme d'équation les différents facteurs d'évolution qu'on a sur la planète. T'en as pris quelques-uns et t'as décidé de créer une simulation sous forme de jeu. Et moi, c'est vraiment ce côté un petit peu où j'aime bien Civilisation sur ordinateur ou ce genre de choses où tu as vraiment l'impression que tu peux jouer un petit peu partout. Euh, mais est-ce que tu le vends comme jeu et d'après ce que disent tes collègues, c'est un jeu assez simple, etc. Moi, ça me fait quand même penser sur une dérive où tu arrives sur carrément comme je te l'ai dit en off avant, une sorte de simulation que tu pourrais customiser pour voir les différentes dérives ou les différents bienfaits d'aller sur telle ou telle politique ou tel développement industriel. Tu vois. C'est peut-être pas à ce niveau-là, mais en gros, il y a le dérive. Est-ce que c'est pas plus une simulation amusante qu'un jeu de société? À quel niveau tu arrives à doser et savoir est-ce que t'as pas été peut-être trop loin à un moment Alors là, tu es en train de poser une question qui est plus fondamentale, peut-être, c'est quoi un jeu? Et bon Dieu que cette question, elle est compliquée. C'est peut-être Alors j'ai ma ça. réponse. Ma réponse, c'est qu'un jeu, c'est un système, donc des règles, etc., d'expérimentation. Donc, c'est-à-dire que tu dois faire des choix dans ton système, sans conséquence. Que tu gagnes, que tu perds, tu vas pas perdre un bras, tu vas pas perdre ta vie, ça compte pour du beurre. Et alors, je vais dire intéressant à défaut de dire amusant, parce que pour moi, le plaisir n'est pas que le rigole poil-poil comme on a vu avec Ça Hmm. suffit, par exemple. Apprendre des trucs, c'est intéressant, c'est amusant. Ressentir des émotions, bordel, ce qui est le point clé là-dedans, c'est aussi quelque chose que l'on recherche. Et donc finalement, quand bien même je fais des expériences, je peux trouver, j'ai des choix à faire, c'est sans conséquence, c'est amusant, et il y a un système qui est le système sur lequel on fait nos expériences. Mais oui, mais ça correspond à un jeu. Pour l'anecdote, quand Cédric des Ludonautes est venu donc à notre assaut, il a essayé LTG, on a fait une partie, il y a une bombe nucléaire qui est passée, machin, enfin on a joué quoi, vraiment. Et à la fin, quand il repartait avec la boîte, j'ai fait au fait Cédric, est-ce que pour toi c'est un jeu? Et là il m'a regardé comme si je avais dit une énormité, bien sûr que c'est un jeu, pourquoi? Plus tard, il a fait des tests chez lui en interne pour voir, etc. Et là, il m'a rappelé, il m'a dit, Alexandre, en fait, je comprends ta question maintenant. Et effectivement, c'est pas un jeu, c'est une expérience. Alors, est-ce que c'est une expérience pour le joueur ou est-ce que c'est un système d'expérimentation? Est-ce que dans tous les cas, c'est pas amusant quand même? Tu touches une limite qui est assez compliquée et qui fait que LTG, c'est pas Terraforming Mars. Parce que Terraforming Mars, c'est aussi un système qui est plutôt bien foutu, réaliste, qui est sans conséquence, on est d'accord. Par contre, là où ça va changer quelque chose, c'est au niveau émotionnel sur l'implication. On n'est pas en train de terraformer Mars, on le sait bien. Par contre, dans LTG, quand il joue, tu vas avoir des raccords qui vont se faire avec la réalité. C'est-à-dire, oh là là, j'ai fait une belle chine aujourd'hui. Le contrôle de naissance, il est bien passé là, à ce niveau-là. Et, et donc, c'est en ça où le jeu va te raccorder à une certaine réalité. Et est-ce que tu es en train de faire un jeu? Bah ouais. Est-ce qu'il t'a impliqué plus que d'habitude? Oui, à fond. Et c'est une des choses qui, moi, m'étonne toujours, c'est que quand les gens s'assoient,
Je leur dis, bon, il y en a pour 3 heures. Et à la fin, les gens ils disent, ah putain, déjà! Et tout le monde était en train de vivre le truc. Et c'est pas arrivé qu'une fois, hein, c'est arrivé une paire de fois pour le coup. Alors, non, je vais réagir tout de suite à ce que dit Ragoutsep. This War of Mine. Jeu auquel je ne peux pas jouer parce que là, pour le coup, le raccord émotionnel est beaucoup trop brutal pour moi. Mais c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire que le drame humain, le drame personnel, donc je sais pas, en ce moment il y a Pierre Palmade qui a fait des conneries, qui a tué une famille. Voilà, c'est un drame humain très ponctuel, etc. Moi, m'affecte beaucoup, alors que je suis capable d'avoir énormément plus de recul sur un drame à l'échelle de l'humanité. Donc oui, la Shoah c'était horrible, mais j'arrive mieux à supporter ça que le drame qui m'est proche. Et alors c'est pas vrai pour tout le monde, hein. Il y a des gens qui vont dire ouais non mais c'était juste un mec et juste une famille, c'est pas grave, la Shoah ça a été des millions de morts. Oui, c'est vrai. Mais sur le ressenti et comment tu arrives à poser du recul sur tes émotions, il y a plusieurs moyens de mettre du recul sur l'émotion pour éviter de faire vomir les gens, quoi, tellement c'est brutal et direct. Tu peux mettre du chiffre, c'est ce qu'on fait sur LTG. On va prendre de la hauteur sur le problème et on va dézoomer. On ne sait pas ce qui se passe dans les foyers, les chaumières, tandis qu'une famine arrive. Mais évidemment que c'est horrible dans LTG aussi. Mais c'est plus loin. Dans This War of Mine, on va être beaucoup plus proche des gens, mais on va être sur une situation qui n'est pas la nôtre. On est en pleine guerre. Est-ce qu'on est en pleine guerre? Non, je suis assis chez moi en train de faire un live Twitch. On peut aussi poser du recul en posant un univers fictif. Je pense à Route, notamment, quand on connaît le thème de base de Route, la vache, les petites souris, en fait, elles sont pas sympas du tout, hein. Elles sont en train de faire péter des villages. Et etc., etc. Et donc, la point Godwin, ah oui, déjà, oui, ça c'est arrivé. Et donc, ce qu'il y a, c'est que le recul que je donne à LTG ici, c'est un recul de hauteur pour éviter de choquer trop fort les gens. Maintenant, quand on regarde les cartes qui défilent à l'écran, je me suis pas limité grand-chose. Il y a une carte que j'ai enlevée récemment, c'est la carte Génocide. Je l'ai enlevée non pas parce que je voulais pas qu'elle soit là, mais c'est juste parce qu'elle était, alors je vais dire des choses horribles, euh, elle était pas si utile que ça. Et pire, elle était souvent utilisée contre sa propre population pour éviter une crise. Donc là, ça veut dire que le modèle, il dit un truc chelou, et il faut pas qu'il dise ça. En fait, si le modèle donne un résultat qui est incohérent, étrange, bizarre, c'est là où il faut se dire qu'il y a quelque chose à recalibrer. Et c'est en ça où je suis en contradiction avec ce que je disais au début du live. Le thème, on s'en fout. Bah, ça dépend. Si jamais ton jeu est en train de raconter le thème, t'as intérêt à t'y tenir, à être honnête et à être le plus juste possible avec ce thème. Moi, pour moi, c'est un fait important, c'est que un thème bourré, je trouve ça me sort du jeu. Même si j'ai pas un gros affect forcément des thèmes. J'aime bien que les mécaniques, que le thème explique les mécaniques, c'est que ça aille dans le même sens et qu'il n'y ait pas je comprends pas cette mécanique et le rapport avec le thème. Tu vois, si je me pose des questions là-dessus, en fait, c'est que je ne suis pas en train de jouer. Je suis en train de voir des problèmes. Tu vois, ça me sort totalement du jeu. Donc pour moi, c'est important. Une autre question comme ça qui n'a rien à voir, mais si Root avait été sorti avec son thème premier, est-ce que tu penses que ça aurait aussi bien marché? Bien sûr que non. On C'est est euh, d'accord. C'est Marc Lagroix qui m'a appris une leçon, qui m'a dit Alexandre, pour convaincre les gens, tu n'es pas obligé de les secouer. Alors, je secoue encore les gens, parce que les habitudes, on les lâche pas comme ça. Mais ceci étant, il n'a pas forcément tort. Et alors, sur route, je pense que le message s'est perdu en cours de route. C'est-à-dire que si on connaît l'historique du jeu, on sait à quoi on joue et on peut éventuellement avoir le message. Si on ne le connaît pas, ça devient complètement transparent. Oui. Et à moins d'une empathie de dingue pour les petits lapins et les petits renards, c'est vraiment compliqué de ressentir de quoi ça parle. Ouais, tu le Ici, vois pas dans du tout, hein. LTG, on va se retrouver avec la thématique du jeu est signée dans le contrat. Alors Cédric m'a dit, mais non, mais c'est con, on va pas changer le thème, c'est pas la peine. Moi j'ai dit, mets-le dans le contrat, comme ça me rassure. Ça a été mis. Et je le remercie beaucoup d'ailleurs.
Par contre, maintenant, ce qui reste à définir, c'est le ton du thème. Est-ce qu'on prend des choses comme un Pip-Boy à la Fallout? Mhm. Est-ce qu'on prend une DA comme un Wonderful World? Parce que Wonderful World, si j'y reviens vite fait, le thème est dégueulasse, mais ils ont réussi à faire un truc faussement cartoon réaliste. Comme il y a que quelques couleurs, je crois qu'il y a 8 ou 10 couleurs dans LTG, ça donne des aplats qui donnent un côté un peu surréaliste, malgré le fait que le dessin soit très réaliste, lui. Et ça crée aussi une distance. Et ça crée aussi une respiration avec le joueur sur ce qui est en train de se raconter. Et donc, trouver le ton, on m'a proposé par exemple la carte destruction massive, où il y a un champignon nucléaire, hein, faut pas se leurrer, d'appeler ça grosse bombe dans ta gueule, c'est-à-dire à, à tourner le thème en dérision pour lui faire perdre de son sérieux. Comment est-ce que on peut arriver à faire passer la pilule qui est alors je dis pas que c'est dur, mais jamais personne en sortant une partie de LTG m'a dit ah je me suis bien marré. Non, les gens ils disent putain c'était intéressant, mais ils disent pas je me suis bien marré. Faut essayer de pas trop secouer les gens comme un prunier. Marc me l'a dit, il avait raison. Voilà voilà. Après, alors, de mettre un jeu, on va dire, trop dans la. Justement, tu prends l'exemple de grosse bombe dans ta gueule. Il y a des fois, ok, ça va rendre le jeu un peu plus fun, mais je trouve que ça. Alors, dans certains jeux, trop de fun, ça dessert, tu vois. C'est con, mais il y a zéro fun dans Terraforming Mars, tu vois. Non, alors ça dépend comment t'entends. Alors là tu ouvres une boîte de Pandore. Je te Non, mais préviens, je t'as dit parle que dans la c'était fun. thématique. Je parle dans la thématique. Je veux dire, moi, je m'amuse beaucoup à jouer à Terraforming Mars, j'aime beaucoup, mais en termes de thématique, t'es pas du tout dans le fun, quoi. Je veux dire, c'est même, je trouve le jeu, les gens, même un peu moche, hein, je vais pas le cacher. Voilà. Mais c'est pas ce que tu viens chercher en jouant à Terraforming Mars, quoi, tu vois. Non. Donc pour moi, un jeu, ça doit être une expérience, ça doit apporter quelque chose. Des fois, c'est du fun, comme ça suffit, où tu es en mode déconnexion du cerveau, c'est la guéguerre, tiens, prends-toi ça, non, je me venge chez toi. Et là, qui va être plutôt ce qu'on va appeler dans un serious game, en mode on se concentre un peu, on essaie de faire des trucs. Hein. Et bah, c'est peut-être ça qu'on va plus aller chercher dans un jeu et à faire un peu trop de lol, regarde, boum, grosse bombe, moi c'est moi qui l'ai, regarde, j'ai la plus grosse. Et ça peut casser un peu le truc, si tu veux. Et résultat, casser l'intérêt aussi du jeu. Donc je pense que voilà, la guerre c'est fun. Ouais, il y a plein de jeux de guerre qui sont fun, quoi. Je veux dire. Bah, c'est fun quand tu la joues, quand tu la vis, je suis pas certain. Mais Et c'est voilà. justement ça, rentre dans la définition Et de l'idée aussi, c'est est-ce que tu veux raconter que la guerre c'est fun, quoi, tu vois. Je pense pas. Non, non, en fait, j'illustrais ça sur toutes les propositions de ton du thème qu'on m'avait donné. Mais Mhm. effectivement, celle-là, j'adhère moins parce que j'ai l'impression que ça pervertit ou ça masque en tout cas les choses telles que j'ai voulu les dire. D'ailleurs, si tu regardes les cartes, alors outre le fait qu'elles sont faites avec Nandek et c'est moche, mais j'ai pris des images qui parlaient vraiment de ce que c'était, de ce que ça représentait. Mm. Il y a même certaines cartes où, alors typiquement la carte génocide aussi, quand j'ai fait des recherches sur Google, bah putain, il y en a, ils sont bien documentés, hein. Ouf, là, les illustrations, c'est raide, quoi. Et donc, je pense qu'on arrivera en fait, ce qui est bien, il y a deux choses qui sont bien avec Cédric, parce que il a été dur à signer ce jeu. Il a été très dur, puisque il y a eu deux choses qui sont arrivées. Il y a des éditeurs qui m'ont dit on n'a pas les reins pour sortir un truc pareil parce que il y a des pions, il y a des cartes, etc. Il y en a pas tant que ça, mais c'est pas Skijo quoi. Mm. Et il y a des éditeurs qui m'ont dit, alors ils l'ont pas dit comme ça, c'est moi qui le dis comme ça, ils me taperont dessus peut-être à la fin, mais on n'a pas les couilles de sortir un jeu comme ça. Parce que ça parle de la guerre, parce que ça parle de terrorisme, oui, il y a une carte terrorisme, parce que ça parle de contrôle des naissances, ça parle d'humanitaire aussi, hein. On n'est pas obligé que de jouer que des trucs d'enfoirés, mais il y a aussi des trucs cool. Mhm. Et donc, il voulait pas prendre le risque de parler de choses sérieuses, même au travers d'un jeu. Sur l'aspect serious game, on pourra en reparler après, parce que c'est un autre pan encore
du jeu. Mais en tout cas, oui, on peut s'amuser, on peut être entertained. Alors, je préfère le mot anglais, en fait, il me semble plus neutre sur l'aspect du plaisir, en fait. On peut être entertainmenté, mon Dieu, par un jeu, Magnifique. quand bien même le sujet est sérieux. C'est c'est pas incompatible, en fait. Mhm. Moi, je suis d'accord. Et je sais plus où était la question de départ. Je suis désolé, j'ai dérivé. Non, mais c'est pas grave. Moi, je suis le truc. Je vais juste préciser que je vais rester poli sur l'aspect de tes cartes et dire qu'elles sont constantes. Euh, Bah, c'est c'est pas un mon boulot. Mon proto, boulot, c'est c'est de faire bon. On s'attend pas à un truc incroyable. Et puis surtout, alors je pense que, comme tu l'as dit, tu as changé de thème aussi sur ton premier jeu, mais faire des beaux graphiques sur un jeu que tu vas vendre et qui va peut-être changer de thématique parce que l'éditeur veut le mettre dans une gamme qui correspond pas du tout à ce que tu avais pensé à la base, c'est de l'investissement aussi qui vaut peut-être pas le coup. En plus, je Ouais. pense que. Après, ça dépend des auteurs, mais pour les premiers auteurs qui n'ont pas forcément en dire mon jeu il est comme ça, il bougera pas, je veux qu'il ait ce graphisme-là, etc. Euh, Quand t'es un éditeur qui veut bien de ton jeu, t'es pas en train de dire oh non, il veut changer ça, je suis pas d'accord. Je pense qu'il faut faire des compromis au début. Et souvent, la thématique, c'est un des premiers trucs qui veut passer. Je sais pas si tu as eu ce genre d'expérience, mais Alors, en fait, le problème de l'auteur, alors l'auteur avec un A calligraphié, on va dire comme ça, qui a un message à faire passer, une mission, etc., une vocation ou un truc comme ça, il va trouver le compromis comme de la compromission. Parce qu'il va sentir que son œuvre peut être tournée, dévoyée ou ce genre de choses. Et le problème, c'est que ça peut arriver, mais le problème, c'est que l'éditeur, lui, il doit vendre un machin à un moment. Et donc, il faut aussi écouter ce qu'il a à dire. Et donc, entre le compromis et la compromission, il faut arriver à discuter le plus possible de manière à trouver le bon dosage. Je vais donner un exemple. Sur LTG, à un moment a été émis l'idée de mettre, non pas, alors il y a un système de pioche qui est un brin particulier, c'est-à-dire que on a 3 pioches, et quand tu veux piocher un truc, tu vas regarder les 5 premières cartes du dessus d'un des paquets, en prendre une et foutre le reste dessous. Ce qui veut, comme il n'y a qu'une dizaine de cartes dans le paquet à peu près, en 2 ou 3 pioches, t'as cyclé complètement le paquet. Donc, ce qui veut dire que tu as quand même un choix de ce que tu vas pouvoir jouer quand tu as besoin de telle ou telle solution politique que tu peux gérer. C'est pas un paquet de. Combien à Terraforming Mars? Je crois qu'on en est à 140 cartes ou un truc comme ça. Je crois qu'il y en a plus. Je sais plus. Et donc, a été émis, ouais, mais ce serait cool qu'on ait une rivière de cartes dans laquelle on puisse choisir. Et là, en fait, j'ai réagi assez vite et assez fort face à Cédric et je lui ai dit, mais non, c'est juste pas possible. Je ne veux pas qu'un joueur me dise, ouais, mais tu comprends, là, la planète, elle est fuckée parce que j'ai pas pioché la bonne carte. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ce sont des choix et je veux que les joueurs soient responsables de leurs choix et de ce qui se passe dans le monde. Alors oui, il y a un petit peu d'aléatoire sur la pioche, effectivement, parce qu'il y a toujours des trucs un peu pas prévus. C'est-à-dire que derrière la carte, au lieu de la voir au tour 1, bah, tu l'auras au tour 2, ou tu vas payer un peu plus cher pour la récupérer au tour 1. Mais tout ce qui t'arrive, c'est de ta faute. Tout ce qui arrive, ce sont tes choix. Et c'est pas une fichue rivière qui aura dit que ah bah non, là le recyclage, personne l'a eu parce que c'est pas sorti. C'est pas comme ça que ça se passe le monde. Et là ici, il était impossible pour moi d'aller sur ce terrain-là. Donc, et par contre, il y a d'autres moments où donc Cédric me disait, alors les crises c'est bien, mais il en faudrait une troisième. Et donc une troisième crise globale, on a cherché, oui, non. Et finalement, dans le jeu, avant, il y avait la crise financière et la crise écologique. Et grâce à Cédric est arrivée la crise militaire. La crise militaire, finalement, elle a du sens. Donc, typiquement, la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde est armé, il y a des tensions dans tous les sens. Tout à coup, il y a. Non, la première, pardon. Il y a le duc François Ferdinand qui se fait assassiner, je sais plus où, en Autriche. Et là, explosion complète de la planète. Est-ce que les gens avaient tout prévu? Je sais pas, j'en sais rien, mais n'empêche qu'il y a eu ce débordement complètement fou d'une certaine guerre. Et donc, donc ça, j'ai dit ok, on le rentre dans le jeu et ça fait sens et je suis content d'avoir avancé dans le sens de Cédric
sur cette proposition-là. Mais toutes les propositions ont été discutées, argumentées et posées de manière à ce qu'on soit d'accord à la fois Cédric et à la fois moi sur est-ce qu'on le met, est-ce qu'on ne le met pas et pourquoi. Là où ça devient dur, c'est quand un auteur se voit imposer des trucs et quand on ne l'écoute pas en fait. Et à l'inverse, pour l'éditeur, ça devient dur quand l'auteur écoute que dalle de ce qu'il a à dire. Donc voilà, faut communiquer avec son éditeur préféré. Enfin, celui qui a signé, quoi. Oui, c'est souvent le même. Moi, je voudrais savoir, est-ce que, parce que c'est pour intéresser ma femme, est-ce qu'on peut faire un gros gaucho, être des gros gauchos dans ton jeu en mode je veux faire que des trucs bien positifs, très social, tout ça, quoi. Parce que Oui, j'ai vu mais beaucoup il de y a un cartes qui moment sont où très ça dépend capitalisme, de tout tout, ça, en mais fait, voilà. beaucoup. Vas-y. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que si jamais typiquement, pour vraiment avoir des ressources pour faire une planète belle et jolie, faut pas trop investir dans l'armement. Parce que ça coûte cher, ça te prend pas mal de temps, de ressources, et donc si jamais tu libères ce côté, ce pan de l'économie, tu as plus de place, entre guillemets, pour augmenter ta paix sociale, pour augmenter ton éducation ou ce genre de choses. Mais le problème, c'est qu'il y a un moment, il y a des voisins. Et soit tu arrives à t'allier avec quelqu'un et à lui partager tes bienfaits sociaux, de manière à ce que lui aussi puisse s'élever aussi, et lui, en retour, il te défend. Ou alors, tu arrives à convaincre les gens que de toute façon, tu n'auras pas beaucoup de points à la fin, et de toute façon, t'es gentil, t'as pas besoin de beaucoup de pétrole. Donc voilà, tu peux même les soudoyer, tu leur refiles du pétrole, tu vas, non, mais prenez le pétrole, c'est pas grave, on se calme, restez calme, foutez-moi la paix. Par contre, s'il y en a un qui a décidé de te marcher dessus à la façon Hitler, ça va être compliqué de lui résister si t'es parti sur pas d'armement, pas de conscription et aucune défense. Enfin, t'as un gruyère quoi. Et en fait, c'est même pas que je suis contre les idées de ta chère et tendre, parce que je pense que je les partage. Mais quand tu essaies de poser le modèle, tu te rends compte que ce principe de réalité, il t'arrive assez vite dans la figure. En fait, les gros gauchos qui veulent planter des arbres, pour faire très, très rapide, Ah, ça, c'est des bobos, c'est c'est des gros encore un jambons autre aussi. sujet. Et le jambon, c'est bon. Les Pardon pour bobos. les véganes. C'est les bobos, ils veulent planter des forêts sur leur balcon parisien, quoi, tu vois, c'est... ça arrive, hein. Après, faire un bon gaucho, c'est pas si évident que ça non plus, hein. Tu peux quand même Ah faire ouais, des non, mais... erreurs en termes de gestion de population, de ressources, etc. Ah, je peux rebondir sur une remarque de Loufink. Loufnik. Ouais, Loufnik. Je vais finir Euh, par l'appeler Julien, mais je le Tu peux dévoile. dire Julien, il s'est présenté tout à l'heure. Et en fait, ça arrive que. Alors, ça, c'est intéressant. C'est intéressant d'un point de vue sociétal, en fait. C'est-à-dire qu'on est sur un jeu réaliste dont l'imprégnation est forte. C'est-à-dire que les gens, ils s'y croient vraiment. Et ça arrive des fois que les joueurs disent oh là, stop, la planète elle est en train de crever, je vous propose un truc, on fait la paix, on arrête. On arrête de se taper dessus. Et alors il y a des mécaniques de désarmement, il y a des mécaniques de désescalade, il y a des choses qui sont prévues dans le jeu. Et donc tu te retrouves à ce que les joueurs finalement changent de braquet et arrivent à faire une partie, alors que c'était pas demandé dans le jeu, hein. C'est pas moi qui l'impose, mais à faire une partie coop. À la fin, il y a un gagnant et pas un gagnant, mais en fait, là où ils sont contents, les joueurs, c'est qu'ils ont réussi à sauver une certaine planète et une certaine humanité. Et ça arrive aussi que dans le jeu, il y a des joueurs qui soient honteux de leur victoire et qui soient fiers dans leur défaite. Honteux dans leur victoire parce que certes, ils ont gagné, mais ils se sont sentis complètement pas méchants, ils ont violé leur propre morale pour gagner. Et ils ont fait des choses qui réprouvent. Et il y a des joueurs qui, droit dans leurs bottes, ont planté des arbres sur les balcons parisiens. Ils ont perdu, mais ils sont très contents d'être restés dans leurs principes et d'avoir réussi à faire soit quelque chose qui était dans leur morale ou quelque chose qui était stable dans le temps. Et donc finalement, l'implication morale du jeu va passer avant le traditionnel besoin de gagner.
Et ça se voit pas dans tous les jeux, ça, pour le coup. Je me lance des fleurs, là, je crois. Non, mais c'est bien. Désolé. Non, mais c'est important que l'expérience prévaut sur la victoire. Non, je trouve ça. Je trouve que justement, c'est ce qui peut faire l'intérêt sur les jeux. Donc moi, je ne te connaissais pas avant ce soir et la semaine dernière où on a commencé un peu à discuter, échanger par rapport au live, des présentations que t'as pu faire de tes jeux. Ce que j'aime bien, c'est vraiment, et c'est ce que je dis à tout auteur de jeu que je rencontre, c'est que faire un jeu qui ressemble à un autre jeu, pour moi, il y a zéro intérêt. Faut que le jeu il apporte une nouveauté, que ce soit dans la mécanique, que ce soit dans l'expérience, etc. En plus, moi, je suis de plus en plus à aller sur du jeu narratif. Je vais pas dire à usage unique, mais il faut que le jeu me raconte un truc et que je passe un bon moment, plutôt qu'un jeu où je vais jouer 300 fois dessus de suite. Et voilà. Donc, je vais plus aller rechercher des expériences, etc. Et bah moi, dans tes jeux, en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que tu essayes d'aller chercher ces côtés, bah, on va dire, ces innovations, même si c'est pas exactement des innovations, mais ce côté un peu nouveau et de pas juste faire un truc assez lisse en changeant, en prenant une mécanique et en changeant un petit peu, en essayant de dire, bah voilà, j'ai fait un jeu. Euh, Tu vois, j'aime beaucoup cet aspect-là de ton travail, en tout cas. Bah, Et merci. j'espère que tu trouveras pour le reste de tes jeux, parce que je pense que tu en as pas mal en réserve. Et surtout, stop, un jour peut-être, quelqu'un qui aura l'envie de l'éditer. Je vais lire un peu le chat. Camille qui dit ce qui est nul, car dans un jeu, on peut être un autre. Oui, et quand tu veux dire que tu apportes trop d'affect réaliste au jeu que tu joues et que tu n'arrives pas à te mettre dans un rôle genre je suis un gros capitaliste, voilà, ou je suis un gros gaucho dans ma partie et tout. Je pense que tu peux, mais il y a des gens aussi où quand tu attaques des thématiques un peu sérieuses qui ont leur croyances et qui veulent les appliquer même dans le jeu parce que c'est quelque chose de très important pour eux. Donc je dirais pas que c'est nul, je dirais même que c'est bien de pouvoir. Et je pense que qu'il faut de toute manière. Mais je pense que, d'après ce que je comprends, c'est un jeu où tu peux justement soit jouer un gros rôle, soit essayer de dire moi j'ai envie d'évoluer comme ça, je suis sûr que je peux faire un bon truc avec ça et essayer de jouer ton rôle comme tu penses qu'il devrait être jusqu'au bout. Ragoussep qui dit c'est fort le concept, me fait pas mal gamberger, bravo. Julien qui dit Alex, tu dis que ça couvre les périodes de 1850 à 2050. Est-ce que les cartes piochées dépendent de ça? Alors, non, parce qu'en fait, les cartes, outre les images, qui sont une image, donc il faut bien poser un cliché qui serait pas le même selon la date à laquelle on pourrait prendre ce cliché. Les cartes, ce sont des actions politiques. Et finalement, on va en prendre une, la surtaxation. Tu pourrais très bien la faire en 1850 ou la faire en 2050, c'est pas le problème. Chacune des cartes est finalement un ressort politique que tu vas activer. Et c'est toi, selon l'ordre dans lequel tu vas jouer ces actions, qui va créer cette histoire-là. Maintenant, ça, c'est un vrai problème par rapport à l'illustration du jeu. C'est dans quelle dans quelle donnée, dans quel moment on plante le jeu et on plante chacune des cartes. Un autre exemple, c'est on a une carte qui n'est pas dans le roster là, mais qui est la carte colonisation. Alors la colonisation, ça commence en 1800 et des brouettes, et puis ça se termine assez tardivement, 1950, l'Algérie qui nous explose à la gueule. Donc la carte colonisation, on peut la jouer sur tout un spectre, mais maintenant de nos jours, on peut plus vraiment jouer une carte colonisation dans le sens où on envoie des armées et on chope des mines, quoi. Ça marche plus comme ça. C'est plus exact, ça va être une colonisation financière. Pour que cette carte-là reste dans le jeu, on lui a donné une double utilisation pour qu'elle puisse être valable, entre guillemets, dans les deux styles d'époque.
Maintenant, bah là, la carte invasion qui est juste devant mon nez, on va se retrouver avec des soldats, ça devrait pas être les bons à l'image. Donc non, c'est pas l'époque qui donne la carte, mais c'est l'illustration qui donne une époque à la carte, alors que normalement, c'est juste un ressort qu'on peut utiliser quand on pense qu'on en a envie. Je sais pas si j'ai été Euh, clair. Si, si, bah en gros c'est des actions politiques, donc que tu sois à n'importe quelle époque, tu pourrais les utiliser. Après, c'est vrai que les conséquences sont pas les mêmes en fonction de l'époque, mais tu as fait en sorte de pouvoir des fois avoir des doubles utilisations pour que ça corresponde un peu plus à une réalité des faits. Et tu as mis une image, mais qui est pas forcément de la bonne époque, en fonction de quand tu l'utilises. Le but étant d'imager et pas de représenter la réalité des choses, parce que dupliquer des cartes juste pour faire le dessin, ça coûte quand même vachement cher. Euh, Soyons clairs. Est-ce que je pourrais Euh, Ragoutsep Alors Ragoutsep dit: est-ce que LTG est inspiré d'un autre jeu du même format ou est-ce vraiment un cas à part? Euh, je ne pense pas déjà alors, avoir entendu parler d'un jeu avec une telle intention. donc, comme je le disais, je sais plus quand, mais j'ai une culture ludique pourrie. Donc ça m'arrive pas de réinventer la poudre, mais j'en ai pas vu de jeu qui avait cette intention-là. Mais parce que cette intention-là, elle fait peur aux éditeurs. Comme je le disais, c'est-à-dire qu'un mec qui arrive en disant on va faire un jeu qui va parler. Allez, tiens, après le point Godwin, on va faire un point féminisme. On va faire un jeu qui va parler du féminisme et du patriarcat. Bon, ça va déjà être compliqué. Et, et donc, il va falloir trouver quelqu'un qui signe ça. Là où j'ai eu de la chance, avec Cédric, avec les Alors, Notes, si je je peux me pense qu'il y a eu deux permettre, étoiles qui sont alignées. je crois que tu as des Mais féministes qui ont ouvert des boîtes d'édition spécialisées dans les jeux qui parlent de féminisme et qui luttent contre le patriarcat. Je pense que tu peux signer quelque chose. Je dis ça, mais. alors, à Marseille, par exemple, on a Moi c'est Madame de Axel. Mhm. J'ai plus le nom d'Axel, par contre, pour le coup. Euh, bon, moi j'ai eu du mal avec ce jeu-là, je l'ai senti très à charge et ça a été un peu dur pour moi pendant la partie. Mais bah, après, faut voir ma tronche, hein, homme, 40 ans, hétéro, bien placé socialement, évidemment, je suis en plein dans la cible, quoi. Donc, Un peu. mais et je repars donc sur LTG, là où j'ai eu de la chance, c'est que finalement, Cédric avait le même mood que moi par rapport à la planète et par rapport à ce qu'on a à en dire. Je pense aussi que le fait qu'il ait chopé l'As d'or et le Spiel des Jahres avec Living Forest fait qu'il peut prendre un risque avec LTG. Mhm. Si jamais le jeu fait trop peur, qu'il n'arrive pas à se vendre, parce que, ok, là on en parle et j'arrive à vous le vendre, entre guillemets, mais après il faut déclencher l'acte d'achat en magasin. Et tu le disais, Rosalien, sur Route, il y aurait eu la guerre en Afghanistan sur la boîte, avec trois talibans et deux nanas qui étaient lapidées. Bon, tu l'achètes pas la boîte, hein, c'est Je sûr suis quand pas même. sûr. Alors que là, oui, ils sont trop choupinous, regarde. Tu veux les petits chats, tu veux les petits corbeaux, tu veux qui? Non, c'est pas pareil. Et quant au fait, est-ce que je me suis inspiré d'un autre jeu? Bah, je peux pas, comme je connais pas les jeux, ou très peu. Alors, c'est pas complètement vrai, mais en tout cas, si, il y a un emprunt, c'est à Terraforming Mars. Je lui ai emprunté son système de jeu de cartes. C'est-à-dire qu'on Hmm. joue une carte par tour ou deux cartes par tour. Si on passe, on est sorti du tour. Parce qu'en fait, ça marche super bien. Ça marche super bien J'ai. pour garder un rythme rapide et une temporisation possible. Et donc ça veut dire que le tour il va se terminer super vite quand il y a besoin. Tu joues deux cartes par tour, il n'y a pas besoin forcément de temporisation. Et au moment où tu as vraiment besoin de temporiser à fond, là tu peux ralentir. Et ça, franchement, bah, je leur dis, j'ai fait une partie de Terraforming Mars, j'ai fait putain, mais c'est ça qu'il faut faire en fait. Alors, est-ce que c'est pas du plagiat, faut pas déconner, enfin je crois pas. Et, Oh non, non. Mais j'allais te le dire que quand j'ai lu les règles, justement, je me suis dit, ça me fait un peu penser à Terraforming Mars, le système de tours et d'action. non, mais c'est eux. Non, Et c'est clairement eux. J'ai fait une partie, j'étais en train d'en chier sur le rythme du jeu, j'ai fait une partie, j'ai fait putain, voilà, ouais, voilà, ça bah, c'est la bonne façon de faire.
Oui. Oui, une mécanique n'appartient à personne. Et puis c'est un bout de mécanique que tu récupères, c'est pas exactement le même, hein, donc il n'y a pas de plagiat là-dessus, et puis il n'y a pas de plagiat sur les mécaniques. Puis comme je disais, si tu ressors la même mécanique mais que tu changes le thème, l'intérêt du jeu, il n'y en a pas beaucoup, quoi. On n'est pas tous blanc manger coco, on n'a pas tous cette chance. Ah mince, c'est sorti tout seul. Désolé. Euh, Donc oui, oui, une thème. Pop, 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 Alors, donc il y vas-y. a, il y a JD qui parle de CO2 de Lacerda. Là où je me mettrais pas en porte-à-faux, mais en différence, c'est que LTG, et j'insiste, n'est pas prosélytiste. C'est-à-dire que dans mon jeu, je ne dis pas qu'il faut être un bobo gaucho, même si j'en suis probablement un, pour gagner la planète, pour gagner la partie, et je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. C'est le physicien qui a parlé avant pas le politique, mais avant les idées politiques. Et le physicien, il dit, tu fais un modèle. Et si le modèle, il te dit noir, vert ou jaune, et ben c'est que c'est noir, vert ou jaune dans le cadre des hypothèses que tu as posées. Hmm. Et à partir de alors j'ai essayé de faire les hypothèses les plus claires et les plus normales possibles. Enfin, j'ai essayé de faire bien mon travail pour que le jeu ait du sens. Et à partir de là, j'ai pas forcément mis de message dans le jeu. J'ai mis un modèle, j'ai mis un contenu. Et à partir de là, les joueurs vont pratiquer ce contenu et y trouver des choses. Parce que si jamais je commence à être prosélytiste, eh bien, le joueur va se retrouver acculé avec un message auquel il adhère et auquel cas banco. Et si jamais il se retrouve en porte-à-faux avec le message, comme le jeu est fait pour ce message, eh bien, il n'aura aucune arme pour défendre ses propres arguments, pour défendre ses propres idées, et il va faire un rejet sur le jeu. C'est probablement un peu ce qui s'est passé typiquement avec Moi c'est Madame, où tu te retrouves acculé, littéralement, et les armes pour te défendre, bah, t'en as pas des masses, quoi. Alors, est-ce qu'il faut faire un jeu pour défendre le patriarcat? Je dis pas ça non plus, mais est-ce qu'il faut réussir à être juste dans le modèle? Et ben, ça permettra aux détracteurs et aux partisans de jouer autour de la table. Je répondais. Et oui, alors Ragout Seb, si tu veux, je peux te filer des liens de la doc sur d'où ça vient et ce que ça fait et d'où est-ce que ça sort. Et il y a un livre à lire, enfin il y en a plusieurs à lire en fait hein, sur le sujet, qui permettent de voir d'où ça part. Mais à la base, le Club de Rome, dans les années 70, c'est un groupement de scientifiques, alors des politologues, des sociologues, des physiciens, des géologues, et qui se sont dit, allez, on va modéliser le monde. C'est parti. Et donc là, ils ont mis le monde en équation. Et à partir de là, ils s'en sont retrouvés avec des prospectives dans le cadre du modèle. C'est pas un truc de bonne aventure, c'est pas ça, mais on met des équations et elles donnent tel résultat. La question, c'est pas si le résultat de l'équation est juste, mais est-ce que l'équation est bien posée? C'est là où il y a tout le nœud du problème. Et ceci étant, les équations étaient suffisamment pas trop mal posées que les courbes actuellement que l'on a du modèle World 3, avec lequel on peut jouer d'ailleurs, hein, jouer dans le sens triturer le modèle, essayer, eh ben, elles marchent pas trop mal. Alors c'est pas une bonne nouvelle pour nous, hein, les gars. Je vous l'annonce. La suite de la prospective du modèle annonce plutôt un déclin quand même. On verra, on verra. Après, les humains, c'est quand même les champions pour faire la vaisselle au dernier moment. Donc, c'est encore tombé dans le désolé. Donc voilà. Je pense que belle métaphore. Euh, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. C'était très intéressant. On parlait avec ma femme il n'y a pas très longtemps on trouvait qu'en France, il n'y avait plus de culture politique, vu qu'il n'y avait plus les guignols de l'info, il n'y avait plus de machin, donc les gens ne se posaient pas assez de questions sur qu'est-ce que des décisions politiques peuvent apporter. Donc c'est bien, je trouve que justement il y a des jeux qui vont sur ces thématiques pour faire réfléchir un peu les gens à dire ah oui, une décision politique ça peut avoir des conséquences importantes. Donc voilà. Donc je pense que c'est un. Bah, moi j'adhère pas mal à l'idée. Même si je suis pas forcément un gros gaucho bobo. Euh,
Mais j'ai ma femme qui est là pour ça, il n'y a pas de souci. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Moi, je vais suivre avec intérêt le développement de ton jeu. Est-ce que tu peux juste nous dire pour quand c'est prévu, c'est quoi les deadlines à l'heure actuelle? Est-ce qu'on peut avoir l'espoir de le voir édité bientôt? Ou c'est dans 2 ans, c'est dans... Alors, si on est très très optimiste, on dit fin 2023. Si on est un peu plus réaliste, on dira courant 2024. Et si on Euh, merde, ce sera plus tard. Mais j'espère pas. d'accord, donc courant 2023, c'est plutôt pas mal. Ben, on avance vachement vite avec Cédric en fait. C'est assez impressionnant, mais le jeu il fait des pas de géant là. Donc, Alors, Ergo, je t'ai mis le lien vers la page Facebook de Limit to Growth d'Alexandre. Et sinon, tu peux. Je pense que il y aura des. Si tu préfères Instagram, je pense que la femme va te permettre d'avoir des infos dessus. Je pense qu'ils vont publier dessus. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Où est-ce que... Bah oui, je vais en profiter pour faire la pub générale. Vous pouvez aussi retrouver Alexandre sur sa page Facebook personnelle. Il est plutôt Facebook. N'hésitez pas à aller le rejoindre, de parler avec lui parce qu'il n'est pas très réseaux sociaux. Il fait des efforts. Alors il faut l'aider à y aller. Même si à la base il n'est pas du tout réseaux sociaux, d'après ce que j'ai compris. Alors, je suis quelqu'un qui aime pas forcément me mettre en avant, donc et voilà, tu vois, genre j'ai un enfant que je mets jamais sur les réseaux, tu vois, je fais quand même assez attention à ça. Mais il y a quand même à notre époque, surtout dans ton cas, c'est intéressant de les utiliser. Faut pas s'en priver. Faut juste faire attention un peu à ce qu'on fait. Donc voilà, donc je vous conseille La Femme, donc l'association des fabricants d'auteurs marseillais. N'hésitez pas à les suivre, ils sont très sympathiques. C'est pas la première fois qu'ils viennent sur ma chaîne. Ça fait toujours plaisir de les recevoir. Pour moi, si vous voulez me contacter pour me proposer quelque chose à faire avec vous, si vous êtes un acteur du monde du jeu, ça peut être un auteur, un éditeur, un passionné qui se lance dans un projet d'association, peu importe. Si c'est intéressant, on fera un live dessus et on regardera. Pour me contacter, vous pouvez le faire sur Instagram. Vous pouvez le faire sur Discord. Donc vous pouvez rejoindre mon Discord. Vous pouvez, ça vous permettra de suivre aussi les prochains lives. Je vous invite aussi à vous abonner, pas vous abonner, à suivre la chaîne, c'est gratuit et ça vous permettra d'avoir des petites alertes sur les prochains lives. Normalement, on se retrouve pour ma part mardi prochain et le sujet sera, si j'ai tous mes invités, un petit retour boutique des découvertes du Festival de Cannes. Plus une présidente d'association qui va avoir un festival dans 2 ou 3 semaines en Normandie. Donc on va parler d'associations du monde du jeu. N'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus d'informations à mes réseaux et ceux d'Alexandre et de La Femme. Et je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye à tous.